Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Japanimation, tous les mercredis de 19h à 21h sur les ondes de Move et en même temps en simultané sur le Twitch de Move. Vous le savez, ça fait 2 ans maintenant, 2 saisons qu'on fait les deux en même temps. On est... Alors, wow. Voilà. Titre. Voilà. Maintenant, ceux qui ont l'habitude de cette émission savent qu'on ne peut plus rien dire dans cette émission parce que toujours il y a une allusion à quelque chose que je ne peux pas dire parce qu'on est une émission tout public, il ne faut pas l'oublier. Ma chère Soso, comment tu vas? On commence avec un titre, je peux qu'aller bien. Un titre fait par Nice quand même. C'est pas Et c'est encore mieux. Encore Il a un goût de pureté. De pureté, innocence. Il y a le Himitsu tout à l'heure. Bien sûr, hein, Himitsu, je suis restée encore un peu soft. Ouais. Ça va, mais ça, vous allez lever les sourcils quand même. Et Est-ce que comme ça, comme The Rock? ouais, oui, avec le même bruit de Vine Boom là. Alors je sais pas faire le bruit, mais je sais faire le sourcil. Mais et on va parler de quelqu'un que tout le monde adore. Oh. Ouais. Ok. Ça va être quelque chose, tout le monde a vu. Eh bah ce sera en Avec deuxième. la meilleure VF du monde. Ce sera ok, j'ai un petit indice. Donc c'est pas Ken le survivant. La technique du haut couteau de cuisine. Ce sera en deuxième partie d'émission. Il est de retour du Japon. Yes, Valentin, me voilà, comment j'ai tu plus vas? d'argent, la vie est belle. C'est le problème quand on part au pays du soleil levant. C'était bien au moins. C'était dingue. J'ai fait des rencontres de fous, j'ai ramené plein de trucs. J'ai cru comprendre que tu as rencontré ton auteur préféré. J'ai dîné avec lui. Ah oui, c'est encore mieux. Oh là là. Quelle vie. Oh, quand tu... la belle vie, ouais. Donc le nani sera autour d'Adachi, c'est ça? Non, parce qu'il faudrait 5 heures. Mais aujourd'hui, comme on a Christophe en invité, je fais autour de Masami Kurumada. Ok, bon, ça tombe très très bien. Vous l'avez entendu faire la première vanne de l'émission. Exactement. Nice est avec nous, comment tu vas? Ça va bien et toi? Bah, très bien. Shinichi Sakamoto m'a dit qu'il adore ton outfit. C'est Là, vrai? il vient de me dire dans l'oreille. Ça me fait plaisir. Tu sais qu'il like mes reels. C'est incroyable. Je flex juste pour ça. Ah bah, mais tu as bien raison. Quand tu vas voir ton propre personnage dans la suite de Dracula, tu vas voir. Avec Michael Je Jackson. l'attends. Michael Jackson. Et sa femme, incroyable. par contre, sa femme est très jalouse. fais attention. Elle vient d'envoyer un message pour dire ne t'habille plus comme ça. Non, mais c'est qu'un personnage. J'essaie de l'inspirer. Bon, on va faire l'actu manga avec toi et tout à animé. l'heure. Ouais, Oui, tout bien à fait. sûr. Et il sera très mignon. Ouais. Je vais surtout vous parler d'une collection dont j'avais envie de vous parler déjà il y a quelques temps. Et là, c'est enfin l'occasion parce qu'ils ont sorti une nouveauté et il faut que je vous en parle. Je suis pressée. Eh bah très bien, ce sera en début de deuxième heure. Vous le connaissez par cœur maintenant, Christophe Geldron est avec nous, fondateur des éditions Nabad. Comment tu vas? Naban. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas. Ça T'as dit autre chose, t'as dit autre chose. Mais... Ouais, Ça faisait Nabad. voilà. Alors ça faisait un peu enrhumé, mais j'ai dit Nabad. Comment tu vas? Ça va très très bien. Ça Alors, va très très bien. Eh bah tant mieux, parce qu'on on va parler de Kojiro du clan Fuma avec toi, qui est un tome qui est sorti, qui est énorme. Voilà. C'est énormissime. C'est énormissime, on va essayer de pas faire des vannes à chaque fois, on va en parler avec toi. On parlera aussi de plusieurs œuvres dont tu es venu avec. On découvrira ça tous ensemble. En deuxième partie d'émission, il sera là cette fois-ci. Arcunir sera avec nous. On parlera évidemment de son action pour le don du sang, qui commencera demain d'ailleurs. On parlera aussi avec lui des personnages bienveillants dans les mangas, toujours mangas et ou animés. Bonjour évidemment à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous regardent sur le Twitch de Move. Si tout le monde est prêt, mais Yatta, c'est parti. Yatta. Ouais, c'est pas les meilleurs là. Non, Non, vu qu'on les fait en même temps, il y a un mélange. Ouais, vous avez fait... Il y a un petit Et du coup, est-ce que vous vous entraînez chez vous? Absolument pas. Non. C'est Du tout, naturel. c'est genre C'est naturel. now, Ouais. Ok. sur l'humeur. Du coup, Christophe, on commence l'émission toujours avec le hype ou pas hype. D'habitude, en fait, c'est quelques news qui sont tombées dans la semaine. On en parle ensemble, voir si ça nous hype ou pas. Mais cette semaine, alors c'est totalement perso, mais j'ai pas trouvé de news qui me plaisait spécialement. Donc j'ai fait un hype ou pas hype sur des rumeurs de futurs live action. Est-ce que ça nous hype ou est-ce que ça nous hype pas? Et surtout après voir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Tout le monde est prêt? Glitcher, quoi en fait. Exactement. Voilà. Allez, c'est parti. Les aficionados
de jeux solo sur PlayStation ont retrouvé la musique de God of War. La musique de God of War parce que Prime Video travaille sur une adaptation en live action des aventures de Kratos. Ce sera pas Face qui jouera Kratos pour l'instant. Ça pourrait. Mais... Face, t'as raté ta voix là. T'aurais dû postuler. Je vais être honnête, j'ai pris cette news là juste pour faire une vanne sur Face. Carrément. C'est juste pour ça. Du coup, il y a eu plusieurs scénarios qui ont été faits, qui ont été rebootés, qui ont été rebootés. Il faut savoir que ce sera avec Cory Balrog, qui est le directeur créatif du studio Santa Monica. C'est le studio qui développe le jeu God of War. Pour l'instant, que ce soit Amazon ou Sony, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas de script, mais en tout cas, c'est un live action qu'ils veulent faire et qu'ils ont du coup, et que Prime Video a pris les droits. Est-ce que ça te hype? Avant de savoir si c'est vrai, est-ce que ça te hype, Christophe? Franchement, ouais. Tu joues à God of War? Oui. Moi, je suis toujours jeu solo, machin. Ouais, moi aussi, j'aime pas les gens. Voilà, c'est ça. J'aime pas les gens, j'aime pas attendre les gens, j'aime pas qu'ils m'attendent. Voilà, mais oui, mais par contre, c'est un peu comme plein de jeux vidéo comme ça. S'ils font la partie antiquité, c'est titanesque. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui va être. Alors, l'histoire est simplissime dans la partie antiquité. C'est sur PlayStation 2? Oui, voilà. Même PS3, même. La scène avec Aphrodite. Voilà. Oui, bah ça, ils le feront forcément. Enfin, ce genre de truc, ils aimeraient bien. Oui. Le peuple demande, le peuple demande. Voilà. Et finalement, Face veut bien jouer, il a dit. Oula. Et donc, ça va dépendre peut-être un peu de leur budget, à savoir est-ce qu'ils vont faire plutôt la partie. La partie. Viking. Voilà, peut-être la partie viking qui sera plus simple à faire pour eux, puisque les dieux sont à taille humaine, on va dire. Ou alors s'ils vont carrément partir dans les titans et des choses comme ça. On n'a pas encore les réponses. Ça me plairait beaucoup. On n'a pas encore les réponses à ça. Soso. Moi, je suis hypée parce que quand je vois ce qu'ils ont fait avec Last of Us, c'est quand même pas mal. Ça a été un carton. Ça a été un carton. Ah oui. Il y a des choix que je suis pas toujours d'accord, mais c'était bien fait. J'aurais bien vu à HBO moi dessus. Tu vois. Mais juste pour la scène avec Aphrodite, vu qu'il maîtrise toujours le gore et le cul. Mais oui, non, plutôt hype. Bien joué. Valentin. Moi, je suis plutôt sur des adaptations en série télé de jeux vidéo qui m'ont plu. Ah, ce sera en série, pardon, excusez-moi, je vous ai pas dit, ce sera en série, ce sera pas en film. Vu le diffuseur, j'avais intuité, et donc les séries télé, pour l'instant, j'ai pas eu de grosses déceptions. Là où sur les films, c'est plutôt random, parce que tu peux avoir des grosses cagags. Et, attention, Naruto arrive bientôt. Tu vois, moi, l'adaptation de Fallout, par exemple, c'était vraiment super plaisant, même si un peu éloigné du jeu. Donc, j'ai envie de dire que je suis hype. Ok. Nice. Mais oui, totalement. J'étais là quand ils l'ont annoncé, c'était génial. Moi, je joue à God of War depuis Viking. Depuis que c'est l'ère Viking, j'ai pas connu ceux d'avant. Et je pense que ça s'y prête tellement en série l'histoire. Maintenant, c'est vrai que dans Fallout, ils ont réussi pas mal d'effets spéciaux parce que par rapport à Last of Us, faut dire qu'il y a vraiment beaucoup plus d'effets spéciaux quand on voit le gigantisme des créatures dans God of War avec ce qui est Viking, etc. Ragnarok, tout ça. Donc c'est juste ça, mais sinon, bien sûr que ça me hype, ça s'y prête tellement. Voilà. Du coup, Christophe, rapidement, est-ce que tu penses que c'est vrai? J'aimerais. Oui, je pense qu'il y a tellement de choses en ce moment, donc. Je pense que c'est vrai. Nice. Bah oui. Je pense que c'est vrai. Val. Je pense que c'est vrai aussi. Il n'y a pas de raison que ce soit faux. Il n'y a pas de raison que ce soit faux. Eh bien, sachez que Prime Video est en effet en train de bosser sur une adaptation de God of War. Mais oui. Mais on n'a toujours pas de date. Et en effet, il y a eu plusieurs reboots du scénario. Donc je pense qu'il ne faut pas être extrêmement pressé. Alors vous avez reconnu la musique d'Hans Zimmer qui est la même pour tous les films. Du coup, dans une récente interview, le réalisateur Ridley Scott, donc réalisateur de Gladiator et Gladiator 2, qui est actuellement au cinéma, a annoncé son amour pour le manga Vinland Saga qu'il a connu grâce à son petit-fils. Tu touches mon cocoro là. Ah bah je sais très bien. Et qu'il disait que malgré ses 86 ans aujourd'hui, il faut pas l'oublier, il se sentirait d'attaque pour adapter l'œuvre de Yukimura à l'écran. Alors, est-ce que ça te hype, ma chère Soso? Hypé. Ouais. Ridley Scott. Ouais. Enfin, Ridley Scott, ça fait très longtemps qu'il a pas fait un bon film. Hein. Ok. Pourquoi pas? Ouais.
pourquoi pas. Mais nous rajoute pas des rhinocéros. Ah, ni des singes qui deviennent empereurs. Enfin, c'est encore autre chose. C'est tout. Val. Techniquement, ça pourrait aller avec son univers. Tu vois, sur toute la. Je rappelle qu'il a 86 ans. La rédemption, le côté la guerre c'est mal et tout ça. Ouais. Mais je suis pas trop hype pour toutes les raisons que tu viens de dire. Ça fait plutôt pas mal de temps qu'il a pas fait de trucs qui m'ont enthousiasmé. Bah oui. Donc non, c'est pas la peine. Oh, c'est vrai, pas la peine. Nice. Ah oui, moi je suis hypée. De toute façon, pour moi, Vinland Saga, c'est quelque chose qui devrait être adapté en live action. Oui. Totalement, parce que ne serait-ce que par le côté psychologique, on peut te faire des scènes, mais que tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Enfin, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, Face m'a fait une vanne. Il a dit, il fait quand même des super bombers. Voilà. Oh là là, j'étais là dans mon côté psychologique. Bientôt, Face va faire des titres, attention. Mais non, franchement, moi, j'aimerais beaucoup que Vinland Saga soit adapté. Et si Ridley Scott le fait, pourquoi pas, en vrai. Je pense pas qu'un jour ça sera adapté, Vinland Saga. Et pourtant, le fait qu'il y ait je suis désolé, Viking, c'est du Vinland Saga. Voilà, c'est historique. Ouais, oui, totalement. C'est historique, c'est pas de la fantasy, c'est pas des trucs super durs non plus à réaliser, je trouve. Donc, enfin, super dur, si, mais c'est totalement faisable. La faisabilité, voilà. Parlons en faisabilité. Christophe. Moi, je dirais plutôt faut y aller, monsieur, là. Ah oui. Ah oui, non, mais faut. Il faut rendre la caméra, monsieur. Voilà. On rend le clap. Moi, je vais me faire complètement, j'allais dire démonter. Non. Mais voilà. J'attends. Brisé par un de mes meilleurs potes qui est absolument fan dingue. de Ridley Scott. Voilà. C'est Ludovic Gottini qui s'occupe. En vrai, c'est uniquement grâce à Alien et Blade Runner. Sinon voilà. Après, moi j'ai vu G.I. Jane. Non, mais le problème qu'il y a, c'est que c'est énorme. Donc, je vois pas ça être fait par quelqu'un qui a 86 ans et que même qu'on lui donne les clés, parce qu'il y aura forcément au moins un film, 2 films, 3 films, peut-être, qui sera forcément fait. Qu'il soit producteur, je pense que ça peut se faire. Ouais. Avec son frère, il peut le faire, il n'y a pas de problème. Son frère est mort. Non, pardon. non, mais je pensais à. Sauf s'il en a un autre que je connais pas. C'est aux autres frères Scott. En fait. Ah oui, d'accord. Ça peut pas être lui. Les frères Scott. Oui, non, mais je pensais à la boîte de. Non, mais ça peut arriver. Mais par contre, lui. Non, quoi. Enfin, les derniers trucs que j'ai vus. Non, mais on est d'accord. Après, il faut quand même rappeler que Gladiator 2 fonctionne quand même très bien. Donc ça peut. Du coup, est-ce que tu penses que c'est vrai, Christophe? Je pense pas que ce soit vrai. Ailleurs, oui. Ouais. Genre sur Netflix, avec par même une trilogie Netflix. Il a pas dit sur quel média. Il a dit l'adapter en. Ah oui, d'accord. Que ça puisse être. Mais par lui, personnellement, je pense pas. Tu penses pas. Nice. Je pense que non, mais j'ai envie de dire oui parce que j'aimerais bien y croire, tu vois. Donc je me vois de la face, oui. Donc tu as parlé plus avec le cœur qu'avec la raison. Ouais, totalement. Ça c'est beau, c'est totalement R&B, oui, ça c'est très beau. Soso. Bon, pas du tout. D'accord. C'est totalement faux. Totalement faux. Alors moi j'aurais envie de dire que c'est faux, mais comme il était à la Comic-Con, et peut-être que c'est à cette occasion qu'il a vu le manga passer pas loin de chez lui. C'était pas à la Comic-Con. C'est dans Variety. Non, mais Yukimura était à la Comic-Con. Ah oui, d'accord, ok. Il a été plus mis en avant aux États-Unis récemment, donc c'est peut-être à cette occasion que c'est passé dans ses mains. Je me dis peut-être malheureusement que ça pourrait être. J'espère que c'est faux, donc je vais voter faux parce que j'ai envie que ce soit faux. Alors, avant que je vous dise si c'est vrai ou faux, il faut savoir que notre cher producteur Face n'a pas aimé comment j'ai parlé de Ridley Scott, alors que j'en parle avec le cœur et ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait de bons films. Face, allume ton micro et dis-nous tes 3 films préférés de Ridley Scott et défends-le, vas-y. Je suis pas super d'accord avec vous parce que récemment, il a fait le dernier duel avec Matt Damon. Oui, merci. Et je trouve que c'est une masterclass. C'était génial. Du storytelling. Il y a Seul sur Mars qui est ultra bien. Oui. Et t'as bien évidemment Seul sur Mars, il y a 7 ans. Tu as été voir son remake d'Alien de son propre film, hein. Voilà. Donc ne parlons plus de Ridley Scott. Il y a eu un silence. Passons à autre chose. Alors, du coup, est-ce que Ridley Scott a dit dans une interview chez Variety, j'avais oublié de le dire, qu'il aimait Vinland Saga et qu'il voulait en faire une adaptation à l'écran? Eh bien, sachez, mes chers auditeurs et chère équipe de Yata, que c'est totalement faux, bien évidemment. Je suis encore à 100%. J'ai écrit un petit peu. Allez, il en reste un petit peu. Donald, je suis navré de partir sans dire au revoir, mais un grand danger nous menace. J'ignore pourquoi, mais les étoiles s'éteignent les unes après les autres. Cela signifie qu'un désastre se prépare. Désolé de vous abandonner,
mais je souhaite comprendre ce mystère. Un garçon possède une clé, la clé de notre survie. Toi et Dingo devez le trouver et rester avec lui. Il nous faut cette clé, ou nous sommes perdus. Rejoignez la ville de Traverse et trouvez Léon. Il vous dira quoi faire. C'est pas les moules, hein. J'ai cru que ça allait dire, mais y allait pas en marchant, tu vois, un truc comme ça, mais... Vous avez sûrement reconnu le début de Kingdom Hearts, donc cette saga cross Disney et la clé de Sora. Et Square Enix, exactement. Et bah, Kingdom Hearts qui est un jeu et aussi du coup en manga, donc ça raconte l'histoire de Sora qui va aider Donald et Dingo, non pas le youtubeur, à se balader entre les mondes du royaume de Disney pour combattre les sans-cœurs. Et bien Bob Iger, donc le patron de Disney, a annoncé qu'un projet est en préparation, sans indiquer s'il s'agit d'un film ou d'une série, mais en tout cas c'est quelque chose qui lui tient à cœur et sur lequel il bosse, en sachant que Bob Iger normalement rend les clés de Disney en 2026. Est-ce que tu as déjà joué à Kingdom Hearts, mon cher Christophe, et surtout, Non, bizarrement, j'ai jamais joué, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Un jour, Sache que tu peux jouer tout seul, hein. Ça c'est beau. Oui, je sais, mais en fait, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais j'aimerais bien un jour, ouais. J'aime beaucoup l'univers. Et bah, je te les conseille vraiment, c'est vraiment bien. Nice. Et moi, pareil, j'ai jamais joué à Kingdom Hearts. Ah ouais? J'ai jamais eu l'occasion. Toi, c'est Hearts, ça c'est Kingdom qui te fait mal. Ouais, bah, c'est pas loin, hein. Hearts. Oh là, t'es totalement R&B, c'est fabuleux. Val. J'adore ces jeux. C'est incroyable. Sur le principe, tu dis ça ne peut pas marcher, mélanger ces deux univers, ces multi-univers qui n'ont rien en commun, qui n'ont pas le même style graphique, qui n'ont pas le même fond, qui n'ont pas les mêmes ambiances, et ça marche. C'est incroyable. Il y a un onirisme sans limite dans ce jeu, donc j'adore. Donc ça te hype du coup? Ça me hype de fou. C'est la question. Soso? Moi totalement hype, sachant que je connais Kingdom Hearts entre guillemets un petit peu depuis long. Moi je suis la team Final Fantasy, donc on va dire c'est un bébé de Final Fantasy. Oui, mais moi après j'y avais pas forcément joué parce que j'avais pas de console quand j'étais plus jeune pour y jouer et que c'est des jeux super longs. Mais le côté Mickey et tout machin m'avait pas trop hypé de base. Ouais. Mais je sais que j'ai écouté toutes les musiques par contre de Kingdom Hearts et c'est un univers de fou malade. Juste pour vous dire, dans le 2, quand t'es dans le monde du Roi Lion et que tu te bats contre 999 sans cœur et que tu joues Simba, c'est extraordinaire. Du coup, est-ce qu'à votre avis c'est vrai? T'as pas joué? Moi je pense que c'est vrai, il y a un regain sur les réseaux de Kingdom Hearts en plus en ce moment, donc ouais. Oui, bah, c'était les 30 ans du jeu ou les 20 ans du jeu l'an passé. Les deux premiers étaient sur PlayStation 2. Donc il y a eu un gros anniversaire. Tu lances quelque chose pour arriver à être en prod pour les 25 ans. Ouais, ça se fait. Nice. Ouais, j'ai envie d'y croire. Parce que moi aussi, j'en entends beaucoup parler et ça m'a poussé à écouter la BO, justement, la bande originale. Et toi, Christophe? Je pense que c'est faisable. J'attends surtout les retours ensuite avec Square Enix. Ah. Parce que ça va être... Travailler avec les Japonais sur une adaptation où ils vont être genre à 50-50, ça va être très très beau à savoir. Lol. Voilà, dans les coulisses, ça va être magnifique. Ah mais si c'est les Américains derrière, ça va. Avec les accords Japon-Amérique, ils vont être en mode... Alors juste pour l'instant, sur les 3 news que j'ai faites, vous êtes tous d'accord à chaque fois? Oui, c'est vrai. Donc du coup, est-ce que Bob Iger est chaud pour faire un live, en tout cas, soit série, soit film sur Kingdom Hearts? Eh ben vous avez eu tout bon aujourd'hui parce qu'ils sont totalement chauds pour le faire. Que c'était pas un bobard du coup. C'était pas un bobard, c'est fabuleux. C'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, peut-être qu'on aura des news sympas à dire. On verra. Juste avant qu'on commence avec toi, mon cher Christophe, je vous en avais parlé il y a quelques temps. Il y a nos copains de Japan Demande avec qui on bosse. Donc vous avez plein de goodies, plein de choses sur leur site. Et en plus, ils nous donnent des codes promotionnels pour vous, les auditeurs. Donc lors de votre première commande, vous pouvez utiliser le code YATA, donc Y-A-2-T-A, et vous avez 10% de remise sur votre commande. Ce n'est évidemment pas cumulable. Et ce qui est bien, c'est que vous avez fait votre premier achat, mais si vous revenez pour faire d'autres achats, il y a un autre code qui, lui, du coup, est en nombre illimité. C'est YATA5, donc YATA Y-A-2-T-A avec un 5, où vous avez 5% de réduction sur l'ensemble de votre commande. Ils ont des super figurines Gojo et Ghetto. Et souvent, quand on offre des figurines, des goodies dans le chat, quand Face vous pose des questions, c'est Japan Demande la plupart du temps qui nous offre des choses. Donc allez visiter leur site et prenez des choses parce que c'est de qualité. Donc n'hésitez surtout pas. Exactement. Mon cher Christophe. Oui. Je rappelle évidemment que tu es fondateur des éditions Nabad et tu es venu puisque vous avez acquis une nouvelle licence, Kojiro du clan Fuma.
qui est juste ici, de Kurumada, donc qui a fait aussi les Chevaliers du Zodiaque. Je le montre. Si tu me permets, mon cher Christophe, je fais le pitch rapidement. Vas-y. Et puis après, on en parle. Alors, donc dans l'académie d'Akuo, qui possède un collège très célèbre pour ses arts martiaux, mais le problème c'est qu'il y a une école rivale. L'école rivale du Sheshikan, qui lui fait perdre tout son prestige. Et en désespoir de cause, le collège décide de faire appel à une aide extérieure et demande au clan Fuma, bien connu pour ses ninjas, de lui venir en aide. Le clan accepte et envoie le jeune Kojiro, évidemment, qui va vite se rendre compte que dans l'école du Sheshikan, en fait, cette école est aidée par un clan ennemi, le clan Yasha. Voilà, c'est en gros, le pitch de début. Dis-moi, comment ça se fait que vous vous êtes porté sur cette licence qui date début des années 80, il me semble. 79. Donc fin des années 70. Comment ça se fait 82, pardon. Pas 82, 83. Pardon. Alors, comment vous êtes retourné sur cette licence? C'était une envie... Alors, comme d'habitude, c'était surtout une envie personnelle au départ. Parce que j'adore Kurumada. Parce que t'es le chef de Nabad. Voilà, je suis chef. Ce que tu veux. Déjà. Je fais ce que je veux. J'étais d'accord. Ce jour-là, j'étais d'accord avec moi-même, donc ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a motivé. Et non, en fait, ce qu'il y a, c'est que un ami, toujours le même, celui qui est fan de Ridley Scott. Voilà, celui qui est fan de Ridley Scott. Qu'on salue. M'avait montré cette édition qui était sortie en 2019 chez Shogakukan et j'avais vu le truc et effectivement il n'y avait que 3 tomes. Parce qu'ils avaient arrêté d'éditer. Ah oui, ça fait très très longtemps que Kojiro n'était plus disponible au Japon ailleurs qu'en numérique ou d'occasion. Donc je me suis dit ce serait bien. En plus c'est vrai que là il n'y avait que 3 volumes au lieu de 10. Toutes les pages couleurs y étaient. Je trouvais que pour faire une parfaite édition c'était ce qu'il y avait de mieux. Enfin, il n'y avait rien de... Ça ne pouvait être qu'une édition ultime. Tu m'as pris de court parce que j'allais en parler après, que cette édition, c'est une édition qui réunit 4 tomes à chaque fois. On peut voir à la caméra que c'est très très épais, il y a des pages couleurs comme tu l'as dit. Toi, c'est cette édition-là que tu voulais absolument éditer ? Oui, c'était en fait c'était très important, surtout pour les titres assez anciens. C'est ce que j'avais fait déjà avec Old Boy, par exemple. C'est que on sait qu'il n'y a plus forcément une attente de la part des lecteurs. Sur les anciens mangas, sur les anciens mangas, voilà, ils vont pas suivre intensément chaque tome qui sort et qui doit être, qui va les hyper, comme on dit. Donc en fait, moins il y a de tomes, plus on est sûr de les accrocher pendant une période d'1 an ou 1 an et demi éventuellement. Donc là, tout était posé, tout nous arrivait directement dans l'assiette sans avoir besoin d'y toucher. Donc c'était juste génial de montrer, en fait, surtout l'avantage par rapport aux Perfect qui existent jusqu'à présent et qui sont édités, notamment du Jump, c'est que là, sur cette édition-là, il y a également les textes du Shonen Jump qui ont toujours été normalement supprimés de la version Tankobon. Donc là, par contre, les images sont les planches originales de Kurumada qui ont été scannées. Ils ont remis en PAO, donc en graphisme, les textes exacts du Shonen Jump à l'époque, donc de l'équipe éditoriale, pour dire, voilà, là, le mois prochain, 32 pages exceptionnelles, le retour du plus grand des mangaka. Alors, ils s'éclatent, en fait. L'équipe s'éclate à affubler Kurumada de noms divers, de se moquer un petit peu de lui, ou des fois de dire le seul homme capable de respecter les délais. Donc voilà, on retrouve l'avantage de cette édition, c'est que... Tu veux dire que Togashi ne respecte pas les délais? Je crois qu'il a un petit... il y a 2-3 jours, je crois, non? Il y a un truc comme ça. N'accablons pas Togashi, on l'aime beaucoup. Mais oui. Et là, en fait, vraiment, c'est pas pour faire vraiment la promo là-dessus, mais je crois que c'est le seul exemple... Pour l'instant, déjà en France c'est sûr, mais même au Japon, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de mangas qui, comme ça, à la fois prennent toutes les pages couleurs, il y en a évidemment, ça il n'y a pas de problème, mais qui en plus mettent les textes éditoriaux, je ne suis pas sûr. Des magazines. Voilà, des magazines de prépublication, je pense pas qu'il y a. Donc on se retrouve vraiment dans la peau des lecteurs et des lectrices de 82 qui découvrent le titre, et en plus qui
sont entraînés par l'éditeur Shueisha à lire la suite et à dire ah oui, dans le prochain chapitre il va y avoir ça, surtout ne manquez pas, on est vraiment sur du teaser à chaque fois, en plus du teaser en soi de l'auteur. Nice. Alors moi j'avais une question par rapport à l'épaisseur. Moi j'aime beaucoup les romans graphiques. En ce moment je lis du Greg Thompson, donc c'est des beaux pavés. Mais c'est vrai que moi je m'installe et je les pose sur mon coussin pour le lire. C'est vrai que le manga, ça peut-être freiner le fait que ça soit si épais parce que les gens aiment le lire un peu à l'extérieur et pouvoir se promener avec. Est-ce que ça ne vous a pas fait peur quand vous avez décidé de faire une ultime comme ça, assez épaisse ? Non, en fait, bizarrement, on n'a pas du tout... moi, je sais que de mon côté, j'ai pas du tout réfléchi à ça parce que on a déjà on sait que le public peut être entre guillemets un peu restreint. On a eu beaucoup d'exemples de gens qui ont montré, notamment chez Kana, avec les rééditions d'Albator, de tous les Matsumoto, de Paradise Kiss aussi qui est voilà, Paradise Kiss, voilà, très bien, qui effectivement est quand même un manga qui à la base avait toujours été fait en tankobon simple, et là d'un seul coup, effectivement, on se retrouve avec 600 pages et pourtant il est très léger. Oui. Il est très léger et c'est juste la chose qu'on a essayé nous de faire pour Kojiro, c'est que par exemple on a réfléchi beaucoup à ça. Sur les premiers titres, on n'a pas utilisé le même papier que l'on utilise d'habitude, ce qui fait que par exemple sur ce papier-là, tu peux l'ouvrir en entier. Il est floppy. Voilà, c'est-à-dire qu'à la fois on peut l'ouvrir en entier et en plus on peut le poser et le dos il se casse pas. Intact. Il se casse pas. Ah, voilà. Il n'y a pas de pliure. On peut le poser à plat. On peut le poser à plat sur la table ou sur ses. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est trop bien, ça c'est très important parce que quand tu me mets dans la bibliothèque après et qu'il y a les stries comme ça, t'as le seum. Ah oui, non, ça par contre je ne supporte pas moi-même. Je peux pas. J'ai une fois une amie, même il y a 25 ans, je l'avais prêté Video Girl Eye, il m'a fait oh non, un énorme trait au milieu. Est-ce qu'elle l'a racheté après? Non. Non, mais on lui dit, on va passer le message. Non, elle l'est restée, mais elle a compris. Valentin. Tu as dit que c'était une édition clé en main, mais pourtant vous l'avez quand même enrichi par rapport à l'édition japonaise, avec beaucoup de notes de contexte et de notes de traduction, et une jaquette alternative. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est arrivé ? Alors, si on prend dans l'ordre, tout ce qui avait été texte, lexique, c'était quelque chose qu'on voulait faire dès le départ, effectivement, pour expliquer. Par exemple, Kurumada ne parle pas de mangaka et mangaya, donc il faut savoir ce que c'est. Il y a des fois des références à la pop culture qui sont faites de l'époque, d'acteurs ou de phrases célèbres à l'époque qui faisaient le buzz, entre guillemets. Et donc, Pierre Sarrault, qui a fait la traduction de ce titre et qui en fait d'autres pour nous, comme Demande à Modigliani ou des choses comme ça, qui sont vraiment des bijoux de traduction, lui, de toute façon, ne voulait pas faire juste la traduction sans expliquer. Donc il est vraiment allé chercher. On a effectivement ajouté des pages à la fin de lexique pour ne pas perturber la lecture. Donc il y a des petits numéros à chaque fois, soit après une phrase en chapitre, soit dans les bulles. Les gens peuvent s'y référer après. Ça ne gêne absolument pas la lecture, mais c'est un ajout qu'on a fait. L'édition, au départ, genre à la page 3, l'éditeur japonais avait lui-même déjà fait un peu un avant-propos là-dessus pour dire le pourquoi de cette édition, pourquoi c'est mieux. Eux ont corrigé les fautes qu'il y avait en japonais, parce que forcément c'est de l'hebdomadaire, donc parfois il y avait des fautes de frappe qui étaient faites. Donc on a vraiment essayé de faire en sorte que les gens aient quelque chose de totalement complet, de totalement compréhensible. Et au niveau de la jaquette alternative, en fait c'est parce que je connaissais Jérôme Alquier depuis très longtemps, déjà à l'époque de Manga Distribution, donc ça remonte au début des années 2000. Et voilà, je m'étais toujours dit ce serait assez amusant de pouvoir faire comme ça pour un titre, une jaquette alternative pour une édition française. On n'a pas forcément, quand on est tout petit éditeur, on n'a pas forcément l'opportunité soit de faire un manga, soit de demander à quelqu'un de vraiment connu pour le faire. Et j'ai proposé simplement à Jérôme si ça le tentait. Je crois qu'il a hésité un quart de demi-seconde. C'est pas beaucoup. D'ailleurs, je remercie aussi Kana qui ont été... oui, parce qu'il a très bien. En même temps, il faisait Senseiya. Donc moi de mon côté, je voulais surtout pas perturber le truc parce que c'est des gros enjeux quand même. Il n'y a eu aucun problème. Il a fait ça très rapidement et avec beaucoup de talent. Il avait même fait plus parce qu'il devait faire que la C1. Du coup, il s'est retrouvé à faire la C1, le 2 et la C4 parce qu'il voulait mettre absolument tous les personnages. Donc je le remercie encore.
Et du coup, ça a permis effectivement de faire que absolument tous les tomes actuellement qui ont été faits soient mis en librairie. Donc il y a moitié édition spéciale, moitié édition normale qui vient juste de sortir vendredi dernier. Et ça a fait pas mal parler là-dessus à cause de ça. Et voilà. Moi, tu vois, je connaissais, j'avais jamais lu Kojiro. Moi, ce que je connaissais de Kurumada, c'était Saint Seiya comme tout le monde. Et et on va peut-être pouvoir un petit peu en parler parce que tu parlais des personnages. J'ai été un peu, alors choqué, non, mais étonné de voir que les personnages dans Kojiro beaucoup ont le même design que les futurs chevaliers de bronze. Kojiro a le même design que Seiya. Alors je me souviens plus le nom de tout le monde, mais il y en a un, c'est Shiryu. Il a d'ailleurs un œil en moins quand Shiryu, et lui, il est aveugle un peu plus tard. Il y en a un autre, c'est Shun. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un MCU, mais du même auteur, tu vois. Oui, alors j'avoue, j'ai jamais tellement essayé de creuser là-dessus pour savoir si vraiment c'était une volonté de sa part ou si c'était parce qu'il voulait peut-être à l'époque. Kojiro s'est terminé de manière assez abrupte. On va pas spoiler. Hein, non, mais ça a été rattrapé, donc dans le 3, il y a une vraie fin, il n'y a pas de problème. Donc est-ce qu'à l'époque, il s'était dit, avec ces personnages-là que j'aime bien, je ne suis pas allé au bout et je voulais voir, il y a effectivement des attaques qui ressemblent beaucoup, notamment par rapport à celle de Shun qui est faite de manière différente dans Kojiro. On sent que c'est une sorte de proto-senseiya, sauf que effectivement, il n'a pas... il a gardé encore ce côté très pur, pur et innocent, on va dire. De toute façon, c'est très épuré, sa manière de dessiner. Oui, mais surtout d'y aller franco, de pas forcément avoir un gros background philosophique derrière, ou référencé. Ça reste encore vraiment une bataille de collège-lycée. Du shonen où ça se tape. Voilà, ça reste vraiment du scolaire, en fait. Ça reste vraiment du scolaire. Et je ne sais pas, peut-être qu'il a senti quelque chose avec ces personnages-là, qui fait qu'il s'est dit, je peux pas les laisser comme ça, quoi. Soso. En tant qu'éditeur, est-ce que ça fait peur de sortir des tomes, des collections comme ça, sachant que c'est pas forcément très connu quand vous vous lancez dans des éditions comme ça qui sont quand même belles, donc je pense qu'il y a un coût et tout. Comment vous amenez ça et comment aussi, même au niveau com, vous allez pouvoir vraiment essayer d'attraper un public qui va peut-être être intéressé, je pense à un public de collectionneurs avant tout, mais essayer de capter aussi un autre public. Justement, le but avec cette édition-là, c'était déjà de capter l'attention par rapport au fait que c'était un objet assez unique. Donc déjà, ça voulait dire, soit vous le prenez maintenant, soit vous le prendrez jamais. Parce que de toute façon, l'édition, je le dis maintenant, n'est pas amenée à durer pendant 20 ans. C'est comme tu disais, c'est des énormes... Enfin, on annonce la mort de l'édition depuis des années. Je parlais moi de... Il ne va pas le garder en stock. Je vais pas le garder cette édition. Ah oui, pardon, excuse-moi. Je ne vais pas le garder en stock pendant 20 ans, donc c'est vrai qu'il y a... on joue absolument pas là-dessus, mais forcément, une fois que ce sera épuisé, on n'aura pas l'occasion, comme le font des très gros éditeurs, de faire des réassorts parce qu'ils en font 1 million à côté et qu'ils peuvent en faire 3000. Même les gros éditeurs, il y a des trucs... oui, il y a des choses, voilà. Mais... donc le but, c'est d'essayer d'y croire et on va dire, pour ce genre de titre-là, déjà de limiter les dégâts. C'est-à-dire qu'on est encore dans le fait que Naban n'a que 5 ans, il faut aussi faire parler, il faut que les gens voient la qualité, il faut qu'ils voient ce qu'on est capable de faire par rapport aux gros éditeurs. Donc ça reste aussi, entre guillemets, un peu du prestige. Mais on a toujours dans la tête de se dire, faut qu'on le fasse à un certain prix, qui fait que ça amortit à partir de tant d'exemplaires, c'est atteint. Donc déjà, on est tranquille, là, maintenant. Tant mieux. Par contre, si on arrive à tout vendre, on aura fait une très bonne affaire, parce qu'effectivement, une fois qu'on a dépassé un certain truc, c'est un bouquin qui est à 32 €, c'est quand même... ça rapporte forcément beaucoup plus en chiffre d'affaires que des bouquins à 8 €. Je me permets juste de rappeler, pour ceux qui nous écoutent, il est à 32 €, mais c'est 4 tomes. C'est ça. Voilà. 700 pages. Voilà, c'est 750 même, 750 pages. Et il est en format 15-21, voilà. Donc plus grand, plus que l'édition japonaise. Voilà. Donc il faut comprendre que... C'est le même prix que 4 tomes classiques sans avoir tous les, et en plus, les trucs en plus dans l'édition. Exactement, il est beaucoup plus beau et le papier est vraiment de qualité. Valentin. Est-ce que vous avez été tenté de mettre une petite pastille, justement, par le créateur de Chevalier du Zodiac ? Bizarrement, c'est quelque chose auquel on n'a
pas vraiment pensé. Franchement, je pense qu'on aurait. Pourtant, c'est le truc qui vient directement. Quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que à la fois quand tu regardes ce qu'a fait Jérôme, ou quand tu retournes la jaquette et que tu as l'édition originale, il n'y a pas photo là-dessus, quoi. C'est vrai qu'on aurait pu le faire. Et alors, c'est bizarre, personne n'y a pensé. Je suis persuadé que Cana, ça leur aurait posé aucun problème qu'on le fasse. Là-dessus, mais c'est vrai qu'on a bizarrement, on n'y a pas pensé. Peut-être dans la com sur les réseaux aussi. Oui, bien sûr. Ça, par contre, dans la com sur les réseaux, on a toujours parlé de Senseiya. Fait le lien. On a fait le lien, non pas pour vraiment faire la pub, mais pour que les gens comprennent où ça se situe par rapport à Senseiya. Oui, que ça a été fait avant et pas. Voilà, pour expliquer le ton peut-être des fois un peu plus léger. Pourquoi on a l'impression de revoir les personnages. Alors effectivement, c'est pas une feignantise de sa part d'avoir repris les personnages de Senseiya, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt qu'il a repris des personnages qu'il avait l'air d'apprécier. Donc souvent la com, c'est plutôt fait là-dessus sur le contexte historique. Et ce qui est bien, tu vois, c'est que moi, je l'ai lu tout à l'heure. J'ai pas lu 750 pages entières, mais j'ai lu tout à l'heure. Tu lis pas 10 pages par seconde? Non, malheureusement, j'ai pas appris la lecture rapide comme les autres. Ouais, c'est énorme. On en parlera une autre fois. Mais je trouve que les combats, en fait, les mouvements sont peut-être plus détaillés là, parce qu'il y a un vrai côté art martial, que dans Senseiya, où les combats sont pas si détaillés que ça. Par rapport en tout cas à ce qu'il y a dans Kojiro. Est-ce que c'est un truc qui t'a plu aussi, ça? Oui, c'est ça qui m'a aussi pas mal plu. Alors j'en ai parlé justement à Jérôme quand je lui ai dit que j'ai préféré la lecture de Kojiro à Senseiya, sans détailler. Bon, il a fait une attaque. Mais on parle de chorégraphie de combat, on parle pas d'histoire. Hein. Voilà. Mais je lui ai dit, en fait, c'était vraiment ça, c'est que tu sentais, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que tu sentais encore une sorte d'innocence de la part de Kurumada. Ouais. Et dans le sens où il a fait très simple, où déjà, en fait, ce qu'il faut vraiment pas oublier, c'est qu'il a mis de tels jalons au Jump depuis ses premiers mangas, et Ring Nikakero également, dans la mise en page, dans la caractérisation des personnages, alors que, honnêtement, ils ont quasiment aucun background. On a envie de savoir. On a envie de savoir qui ils sont, ce qu'ils font. Il a des poses qui sont des fois un peu statiques, mais quand il y va, je dis pas que c'est du proto One Piece, parce que One Piece, quand il fait ses doubles pages de climax, c'est absolument magnifique, mais Kurumada l'a fait, le faisait déjà il y a 40-45 ans. C'est lui qui a vraiment fait que tout le côté neketsu, la force pure, rejaillisse dans les pages, alors qu'effectivement, il a toujours eu un style qui était un peu traditionnel, voire des fois un peu daté, même dans les critères des années 70-80. Mais pourtant, il emporte le lecteur, et dans Kojiro, je le ressens effectivement beaucoup plus que dans Senseiya, mais parce que je pense que Senseiya, il y avait toute une philosophie derrière qu'il a peut-être voulu, il a plus voulu distiller des valeurs, et donc aller beaucoup plus dans l'introspection des personnages, leur motivation, où là, par contre, Kojiro reste encore peut-être dans l'ancienne école, où il fallait juste caractériser un personnage, et il bougeait pas trop au final. Ce qui restait encore quelque chose qui se faisait énormément dans le manga à l'époque. Nice. Alors moi j'ai une petite question du chat. C'est Joy Polo qui nous dit « Excellent ce premier tome, il sort quand le prochain ?» Le prochain, pour l'instant, il est fin avril, et le troisième est prévu pour juillet. Donc c'est ce que je disais. Le but, c'est d'avoir toujours sur une année complète l'édition. On est dans les temps. Je viens d'avoir la traduction aujourd'hui de la première partie, donc ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. On a tout. Val. Je veux rebondir sur cette histoire de mise en page des combats. Oui. Pour juste apporter une petite précision, Kurumada était déjà célèbre à un moment de Kojiro, parce que Ring Nikakero, ça a été un succès de fou, je le dirais un petit peu après, mais il avait plein d'amis qui étaient des pratiquants d'arts martiaux, des champions du Japon de karaté ou autres, qui faisaient venir au studio pour faire des pauses, qu'il avait même lui-même invité en tant que doubleur sur certains épisodes dans les adaptations animées. Donc il était très très au fait des arts martiaux. Il les dessinait en les regardant se battre. Ouais, il assistait à plein de combats. Il avait donc il a une vraie culture de l'art martial, ce que tu peux ressentir. Et je pense qu'une des raisons dans Senseiya pour lequel tu le vois un petit peu moins, c'est aussi parce que tu as le focus sur les armures et ça te permet moins de mouvement. Tu dois aussi t'as pas les mêmes poses, t'as pas les mêmes angles de caméra si tu dois bien montrer l'armure par rapport à un enchaînement de mouvements, quoi. Soso.
Non, moi je voudrais juste rebondir aussi, avant de passer au Nani, c'est ça? Pas encore, parce qu'il y a deux autres livres, deux autres gros encyclopédies avec lesquelles Christophe sont liés. On aime bien les bonnes éditions. Ouais. Non, c'est vrai que par rapport à ce que tu as dit, justement, c'est important de le dire par rapport à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Dans la communauté manga, on dit souvent que celui qui a vraiment inspiré tout le monde, c'est Dragon Ball, et on oublie souvent Kurumada, parce que il est arrivé avant. Et en vrai, dans le shonen neketsu et dans la mise en page, dans plein de choses, dans les thématiques, dans la construction, dans le côté un peu, tu sais, on arrive, on a un méchant, on va le méchant et on recommence. C'est très One Piece. Et en fait, on oublie souvent qu'avant Dragon Ball, il y avait plein d'autres aussi. Et c'est hyper important de le notifier. Là, pour Kurumada, d'ailleurs, au temps de la prépublication pas de Kojiro, mais avant de Rini Kakero, effectivement, il y a cette lettre, et même après, qui a été faite de Toriyama, qui expliquait que Toriyama a énormément appris, justement, par rapport au travail de Kurumada, et qu'il espérait un jour atteindre son niveau. C'est fou. Voilà, mais parce que, en plus, le fait que Toriyama ne lisait pas de manga, ça en dit long sur le fait qu'il ait choisi, que Kurumada les marquait, c'est que vraiment il y avait quelque chose. Donc oui, voilà, on le retrouve. Quand on voit ça, la pose avec toujours l'angle en contre-plongée, le héros en train de mettre avec le point levé, le personnage tout petit en haut de la casque qui vient de se prendre une méga pastèque. C'est devenu presque tarte à la crème maintenant, ce genre d'image. Alors que, et pourtant, dans ce que fait Kurumada, à l'époque, c'était pas révolutionnaire. D'autres l'avaient fait. Ça a posé des bases, en fait. Voilà, ça a posé des bases du shonen classique. Du shonen dans le Jump, en tout cas. Ouais. C'est aussi celui qui a industrialisé la production. Oui. Le premier a fait des vrais studios d'assistants de fou, quoi. T'es pas venu qu'avec Kojiro? Non. T'es venu aussi avec... Alors, il y en a deux autres. Il y a Vénusoir, que je vais montrer à la caméra, qui est aussi une tome... là, c'est le tome 2. C'est le tome 2 sur 2. Il y a combien de tomes à l'intérieur de ces deux tomes? Alors là, il y en a deux et demi. Alors, est-ce que tu peux nous faire le pitch rapidement de Vénusoir? Vénusoir, c'est très simple. C'est la planète Vénus que l'on connaît, qui d'un seul coup rencontre une météorite qui va la terraformer. Les humains vont s'y implanter, sauf qu'au fur et à mesure, deux nations vont commencer à naître et se mettre dessus pour contrôler la planète. Le récit de base est extrêmement simple. Par contre, comme on est sur du Yasuhiko, on a énormément de vues sur ce qu'est la guerre, ce qu'est la politique, la destinée des petites gens. Et c'est vraiment un récit qui est en deux parties. Il y a la première partie que les gens beaucoup connaissent parce que ça a été adapté en film. La deuxième quel film c'était? Vénusoir. D'où le titre, en fait, absolument. Et la deuxième partie là qui vient de sortir, par contre, est complètement inédite. Ça reprend toujours les mêmes événements, mais un peu sur un autre point de vue. Et voilà, c'est vraiment un titre majeur, encore une fois, de Yasuhiko, parce que on a fait Arion. On a fait Venus Wars, qui a également très bien marché. Et comme on en parlait tout à l'heure, voilà, le fait d'avoir des gros tomes ou des choses comme ça, bizarrement, oui, effectivement, des fois, ça peut rebuter des gens. Par contre, il y a toute une partie de gens qui sont habitués même à des gros romans. J'en fais partie. Voilà, à des gros romans, à des choses comme ça. Et pour qui ça, à la limite, vaut même plus regarder le rapport qualité-prix de ça. C'est vrai. Pour se dire, ah ouais, j'en ai pour mon argent. C'est plus cher, mais j'en ai pour mon argent. C'est côté collectionneur aussi. Voilà, c'est ça. T'es pas venu qu'avec celui-ci. Il y en a un autre de Yasuhiko, puisque c'est Jesus, pas le portugais. Donc Jésus. Voilà. Donc c'est une adaptation de la vie de Jésus. C'est pas la Bible en entier. Hein. Non, pas de toute la vie de Jésus. On est là plus sur les derniers mois. Et c'est avant. C'était drôle. Avant la crucifixion. Et il y a la crucifixion dessus. Oui, elle y est évidemment. En fait, ce qui se passe, c'est que Yasuhiko ses parents étaient chrétiens au Japon, sans vraiment, imposer entre guillemets la religion à la maison, mais il la connaissait. Il la connaissait très bien et il a toujours trouvé le personnage de Jésus assez incroyable. Et c'est vrai qu'en soi, le personnage
qui est raconté dans la Bible est absolument incroyable. Donc il a voulu le faire, mais encore une fois, c'était pas la volonté de faire une vie, c'était de raconter vraiment les derniers mois et ce qui a finalement amené à la crucifixion. Parce qu'il s'est énormément rebellé contre l'ordre établi, contre la politique, contre les marchands. On peut vraiment le voir à hauteur d'homme là-dessus. Il y a évidemment, il y a des passages de la Bible, mais qui sont dits directement par les protagonistes. Et on ne voit pas vraiment sa vie, on voit en fait sa vie par quelqu'un qui est chargé de le surveiller. Ouais. Ce personnage semble exister dans la Bible. En tout cas, Yasuhiko a pris un personnage qui existe, mais qui n'est pas nommé dans la Bible. Et il l'a un peu développé pour justement donner un contrepoint là-dessus, démêler des fois un petit peu le côté miraculeux et des fois ce qui ne l'est pas, où là on le sait, bon voilà, la multiplication des pains, on va dire, sans forcément donner une explication véritable. On peut se dire peut-être qu'il a été aidé par quelqu'un qui a pu acheter des pains avant, et puis voilà, on a enjolivé l'histoire. Par contre, la résurrection de Lazare, non, mais par contre, la résurrection de Lazare, alors que ça fait 3 jours qu'il est mort et que Jésus vient juste d'arriver, bon, là, c'est difficile de dire il y a un truc. Non, voilà. Donc ça, Yasuhiko respecte énormément ce genre de choses-là. Et voilà, c'est vraiment une œuvre qui est extrêmement, quelle que soit la religion, est extrêmement importante, je trouve, parce que même d'un point de vue historique, on voit comment vivait toute la population juive de l'époque, de Judée et de Palestine de l'époque. Donc ça donne aussi tout un contexte historique qui est très important, en plus surtout maintenant. Le message chrétien et qui fait que pourquoi est-ce qu'il a été vu comme un nouveau Messie par rapport à avant. Ce qu'on rappelle pour ceux qui ne savent pas, au début Jésus est juif. Oui, bien sûr, il est né, il est né juif. Sa propre religion, voilà. Bien sûr. Et pourquoi aussi, voilà, on voit même par rapport aux musulmans qu'évidemment le Coran s'inspire de quelques événements de la Bible également. Donc ça permet vraiment de voir, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de volonté d'essayer de convaincre les gens. Il y a juste vraiment un travail historique, parce qu'il faut toujours insister là-dessus. Yasuhiko est un véritable historien qui se trouve être mangaka, qui se trouve être designer, qui se trouve être réalisateur. Ça fait beaucoup. Que ça. Juste ça. Juste ça. Et là, avec Jésus, vraiment, il a donné la pleine puissance de ce qu'il sait faire. Et en plus, évidemment, c'est tout en couleur. Voilà, en fait, c'est ce que j'allais me permettre de rajouter, c'est qu'il est complètement en couleur. On adore. Moi, je pensais que tu allais dire que la Bible c'était le premier isekai. Du coup, je suis un peu déçu. Je me réincarne en moi-même et je crée ma religion. Et je rappelle que dans le Coran, Jésus existe. Il a un autre nom, mais Jésus, exactement. Oui, Jésus existe, Marie existe également. Donc, écoute, ce que je te propose, mon cher Christophe, tu connais Valentin. C'est que Valentin, de vue, rapidement. Là, je le vois. Un mec avec un t-shirt Sailor Moon. Il a un t-shirt Sailor Moon, c'est exceptionnel. Ouais, je suis déçu. D'habitude, c'est pas le même genre de t-shirt qu'il est. Oh, si, il a souvent des trucs comme ça. Mais Valentin, dis-moi, tu nous as préparé quoi dans le Nani aujourd'hui ? On va parler de Kurumada. Et Sailor Moon, c'est comme le rappelle Faye, c'est le chevalier du clair de lune. Elle a son armure aussi. Elle aussi, ça vient du tokusatsu, comme les chevaliers de Zodiac au départ, qui était un projet tokusatsu. Bref, on va parler pour le Nani. Let's go. Nani. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour Nani, la chronique qui vous raconte des infos, contextes et anecdotes du manga et de la japanime. Aujourd'hui, hommage à Naban, ou Nabab, comme le dirait Hubert, on va parler de Kojiro, du clan Fuma, et de son auteur Masami Kurumada. Well, who the hell else are you talking? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Et ouais, comme De Niro, Masami Kurumada aurait pu finir gangster s'il n'avait pas rencontré un manga, parce qu'au collège, il joue plus avec ses poings qu'avec des Lego. C'est un véritable voyou, mais c'est en lisant le manga Otoko Ippiki Gaki Daisho d'Hiroshi Motomiya qu'il décide de devenir mangaka. Sauf que en tant que bon voyou, il fréquentait pas trop le club d'art plastique. Il a aucune base sur comment réaliser un manga, en dehors de l'inspiration de ce qu'il lit. Donc le premier projet qu'il prépare, il le fait à l'encre bleue, limite au bic. Sauf que l'encre bleue, c'est inscannable. C'est avec ça que tu dessines pour justement que ça se voit pas quand tu scannes. Donc gros fail de ouf. Et vers la fin du lycée, il retente une première participation à un concours du Jump. Bam, gros refus. Et là, Hubert,
qu'est-ce que tu penses qui se passe? Comme c'est un shonen, il prend cet échec comme une source de motivation et puis allez, c'est parti, il soumet un nouveau projet. Ouais, c'est ce qu'aurait fait un manga sans Cosmo Énergie. Mais le père Kurumada, lui, c'est un ancien voyou, je te rappelle. Il a un slip en laine dorée et comme on dit... Tiens, ta braguette est ouverte, Ménard, c'est gênant. Oui, je sais, oui, j'ai un slip en laine, ça me donne très chaud, c'est insupportable. Et ouais, un slip en laine, ça tient chaud. Et si tu le prononces très vite, ça tient chaud, Santia chaud. Coïncidence? Je ne crois pas. Masami a des culo colones en or, alors il se rend à la rédaction du Jump pour dire hey, pourquoi t'as refusé mon manga? Et là, il y a un éditeur qui le reçoit et qui lui dit bon, écoute, me casse pas la gueule, je vais te faire devenir assistant. Donc il devient assistant de Ko Inoue qui dessine un manga qui s'appelle Samurai Giant. Et oui, un manga de baseball. Donc je peux faire une référence à Mitsuru Adachi, vous me connaissez. Quelques années plus tard, le jeune homme, il a alors 21 ans, fait enfin ses débuts avec un manga qui s'appelle Sukeban Arashi. Mais c'est avec son second manga, Rin ni Kakero, qu'il connaît son premier succès phénoménal. À ton avis, Hubert, qu'est-ce que c'est qu'un succès phénoménal à l'époque? Je dirais que comme il a fallu 30 ans pour qu'il soit adapté en dessin animé, je vais donner ma langue à un animal que je déteste, au chat. Eh bah t'as bien raison. Alors très brièvement, le manga à l'époque a été vendu à plus de 13 millions d'exemplaires, un chiffre vraiment de malade, mais c'est pas tout. C'est le premier manga d'une Jump à avoir droit à des pages couleurs en ouverture du magazine pour son chapitre final, c'est-à-dire qu'il était encore le leader du magazine à la fin. D'ailleurs, si on parle du Shonen Jump, à l'époque, le tirage du magazine a explosé. Le premier gros palier de 3 millions d'exemplaires, c'est grâce à ce manga Rin ni Kakero. Kurumada lui-même a renommé l'escalier du hall de l'éditeur en l'escalier au Masamil Marche, car il a été payé grâce à son manga. Kurumada finit de rentrer dans le panthéon des mangaka plus tard avec une petite œuvre dont on a un petit peu parlé qui s'appelle Saint Seiya. Je ne vais pas m'attarder énormément sur Saint Seiya parce que quoi qu'en dise Hubert, je n'ai pas une chronique assez longue. Je vais juste vous rappeler que le manga a passé la barre des 50 millions de tomes, que les figurines de Saint Seiya 2 années de suite ont été le jouet le plus vendu au Japon. Je vais vous rappeler aussi de lire l'incroyable BD publiée aux éditions Kana Classique par Jérôme Alquier et Arnaud Dolène, qui est bien plus qu'un hommage au maître. Je vais juste aussi vous rappeler que c'est une série qui a été transéditeur, parce qu'elle est partie du Shonen Jump pour partir après chez Akita Shoten, et voire qui a mené à la création de Kurumada Pro. Non, aujourd'hui, pour être raccord avec notre invité, je vais vous parler de Fuma no Kojiro. Alors, on va commencer avec une anecdote mignonne qui dit Fuma. Et si on ne parle pas du tout japonais, on pense à fumer. Maître Kurumada, il claquait 5 paquets de cigarettes par jour. Wow. Et au moment de Fuma no Kojiro, son père est malheureusement tombé malade. Je ne sais plus parler. Et il a arrêté d'un seul coup le tabac. Aujourd'hui, ce manga que vous avez vu de 750 pages, en fait, n'a pas été publié tout en même temps, parce que le premier chapitre a été publié plusieurs années plus tard, quand il a décidé de faire un préquel, parce que la fin de Kojiro a été un petit peu pressée à cause de l'état de santé du père de Kurumada. Allez, petit quiz musical, si je vous mets... Vous l'avez pas No. Ça t'évoque rien, Hubert? Je dirais que c'est l'opening de l'animé de Kojiro no Fuma. Oui, alors en fait c'est plus le ending, mais surtout la particularité, c'est que les paroles de la chanson ont été écrites par Masami Kurumada lui-même. Et ouais, le mec il est là en mode je suis aussi parolier quoi. Let's go. Et d'ailleurs c'est avec Fuma no Kojiro, on en a parlé tout à l'heure, que Kurumada décide d'adopter le Tezuka Star System, c'est-à-dire de prendre les mêmes personnages dans toutes ses histoires. Personnages qu'il avait déjà évoqués un petit peu dans Rin ni Kakero. Il s'est dit ça marche bien, je les aime bien ces gars-là, je vais pouvoir raconter des choses et pour montrer à quel point il respecte Tezuka, il emploie le terme mangaya pour dire vendeur de manga et non pas mangaka, créateur de manga, le côté artiste qu'il réserve aux mangaka émérites, dont Tezuka. Il a réalisé ce manga, Kojiro, avec la même équipe d'assistants que Rin ni Kakero, la même team qu'il appelle le Shinwakai, un jeu de mots et qui évoque à la fois un clan Yakuza et qui reprend aussi le kanji de Kurumada. Bref, c'est vraiment un mec qui aime bien. Il ramène tous ses assistants à chaque fois qu'il y a des interviews de lui pour qu'il soit aussi sur les photos. Un mec adorable et qui se met pas que lui en avant. Mais c'est pas tout. Même si les ventes de son manga ne sont pas au niveau de Saint Seiya ou de Rin ni Kakero, c'est un succès qui s'est installé dans le temps. Il a eu droit à une suite en 2006, réalisée par un
un autre dessinateur. En 2007, il a eu droit à un live-action. En 2008, une comédie musicale. Donc c'est un manga vraiment très important et on est content de pouvoir en profiter aujourd'hui aussi. C'est une œuvre qui est très très importante au cœur du maître. En 2019, donc il a publié ce préquel, le premier chapitre avec beaucoup de pages couleurs que vous voyez. Et il a commencé en 2022 à rédiger une suite, donc à voir s'il la continuera sur le long terme. Enfin, et comme il faut conclure, je vous rappellerai qu'il n'y a que 2 choses qui brûlent plus que le cosmos de Seiya, le compte en banque de Soso au Japon et le slip de Gérald Darmanin. Je ne rebondirai pas là-dessus. Mon cher Christophe, un grand merci à toi. Je t'en prie. Je rappelle que le premier tome de Kojiro est disponible, le deuxième c'est pour avril, apparemment. C'est pour avril et ensuite pour juillet. Et je vais juste en profiter pour te dire que 10 secondes. L'année prochaine, on aura une grosse année Josei avec énormément de titres qui vont sortir, des rééditions, des nouveautés. Donc voilà, Naban continue. On adore. Voilà, on avait commencé cette année, mais on va continuer. On n'abandonne pas, quoi. Non. On n'abandonne pas. Et tu reviens évidemment quand tu veux. La suite des réjouissances dans Yatta, il y aura le Himisu de Soso, manga actu anime actu de Nice, plein d'autres choses. Il y aura aussi, est-ce qu'il est arrivé ou est-ce qu'il n'est pas arrivé notre invité aujourd'hui? Puisque Arkunir sera avec nous, on parlera évidemment de son action sur le don du sang, on parlera de plein d'autres choses. Restez bien calés sur Move, c'est juste après, où je sais pas si on aura le temps de tout écouter, mais normalement il y aura l'opening du soulèvement de la terre, de Jujutsu Kaisen, de Mouvement de la Terre et de Dan Dadan. Restez bien calés sur Move. On y va pour cette deuxième heure de Yatta. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Soso est toujours là. Toujours. Ah, normalement t'as pas une voix comme ça, mais tu peux garder cette voix là pendant toute l'heure si t'as envie. Je suis bipolaire, Valentin est toujours là. Soso, on t'aura tout à l'heure d'ailleurs en fin d'émission pour le Himitsu. Oui. Nice est toujours là aussi et il nous a rejoint. Arkunir, comment tu vas? Ça va et toi? J'espère que ça va mieux. Tu étais un petit peu malade. Ouais, il y a une semaine j'étais malade. Tu sais que je dormais. C'est la neige qui t'a eu? C'était un peu avant. Il y a un matin, je me suis levé, j'ai dormi vraiment 12 heures. Ah oui, c'est beaucoup 12 heures. Il a hiverné. C'est énorme. Je me suis levé, je vais à les rideaux, j'ai vu de la neige partout. J'ai un bug, j'ai dormi 10 jours. C'est des merdes, je me suis réveillé dans une autre époque. Il a fait un coma. Tu m'étonnes. On va parler avec toi évidemment de l'opération Don du sang qui commence demain. On parlera aussi manga tous ensemble. Si tout le monde est prêt, on y va pour cette deuxième heure de Yatta et on commence évidemment avec toi, ma chère Nice. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le manga animé actu cette semaine? Alors on commence avec les mangas comme d'habitude et avec mon coup de cœur. C'est une collection plutôt récente des éditions Rue de Sèvres dont j'avais envie de vous parler depuis quelques temps déjà. Il s'agit du Renard Doré, une collection qui se démarque avec des titres au premier abord doux, mignons, mais toujours un peu surprenants. Et mention spéciale pour leur travail d'édition sur l'objet livre, c'est toujours de très très belles jaquettes qu'on a envie d'exposer dans sa chambre, dans sa bibliothèque. Et ce mois-ci, le Renard Doré a sorti un titre qui m'a tapé dans l'œil. Ce titre, c'est Planétarium Ghost Travel de Sakana Sakatsuki, que je vous montre juste là. Cette histoire se passe dans le cosmos. On voyage de planète en planète avec l'agent 303 et sa bécane stellaire. Son boulot à lui, c'est de récolter des documents et des objets de planète en planète endormis. En gros, il va récolter des archives pour pas qu'elles se perdent. C'est un manga tranche de vie, donc on va le suivre à travers son quotidien, mais surtout ses rencontres sur chaque planète endormie. D'ailleurs, l'une d'elles, il y a tout un chapitre là-dessus, où 303 rencontre un type qui passe sa vie à fumer de l'herbe et il va lui apprendre à rouler des cigarisses, mais c'est bien sûr pour la culture, évidemment. Oui, comme Snoop, oui. C'est important. Pourquoi on les appelle les planètes endormies? Eh bien, il y a une prolifération d'arbres sur ces planètes qui s'appellent les Tobias. Des arbres qui, en réalité, sont des êtres vivants, en fait, qui vivaient autrefois, qui se sont transformés en Tobias sur ces planètes. Et chacun des fruits de ces arbres, en fait, renferme un souvenir de leur vie. L'agent 33 se sert de ces baies, il va les manger, pour retrouver des gens qui vivaient sur ces planètes endormies. Et c'est là que ça devient de plus en plus deep, parce qu'on va faire des rencontres. C'est une histoire souvent de perte, parfois de deuil ou de sauvetage qui va justement les faire se rencontrer. Et on comprend qu'il y a un sens, une sorte de double sens, double lecture à ce manga qui de prime abord est très chill et très mignon, mais comme vous avez pu le comprendre avec le petit chapitre sur les cigarisses, il y a plein de choses
à assimiler quand nous sommes adultes, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai aimé ce manga? Pourquoi c'est un coup de cœur? Déjà, c'est très charmant. Au niveau du dessin, c'est rond, c'est fin. C'est pour ça que je disais que ça a un côté enfantin. Et le fait que ça se passe dans l'espace, ça rend tout plus joli forcément. Et l'agent 33, en vrai, il fait un boulot où il est très solitaire, mais paradoxalement, il va combler la solitude des autres, de ceux qui vivent tout seuls sur ces planètes. Et j'ai trouvé ça très touchant. On a l'impression de lire plusieurs histoires dans une seule histoire. Et chaque rencontre, il y a quelque chose en fait à apprendre humainement, c'est très philosophique. Et Planétarium Ghost Travel, c'est une lecture qui va vous toucher dans le kokoro, c'est disponible. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers cette nouvelle collection du Renard Doré. Parfait. Voilà, pour mon coup de cœur, on va continuer avec 2 belles pièces que je vais vous présenter de chez Inis Éditions. Le premier, c'est Topcraft, aux origines du studio Ghibli de alors j'espère que je vais bien le dire, Marouin Eliuasti. Topcraft, c'est le studio d'animation qui était dans l'ombre du studio Ghibli, et ce livre a réuni les traces de son existence parce que, en vrai, moi j'en avais jamais entendu parler avant ce bouquin. On y découvre des archives, des photos, des interviews de grandes figures de l'animation japonaise comme Minoru Nishida, l'implication de Topcraft dans l'animation américaine et de nombreuses maquettes de leurs projets. C'est une mine d'or d'informations et de témoignages à travers les époques, et surtout si vous êtes fan d'animation tout court, il faut vous le procurer. Topcraft, c'est génial, c'est magnifique. Je vous le montre un petit peu à la caméra. Vive les Ghibli. Vive les Ghibli. C'est vrai que moi je dis Ghibli. Moi aussi je dis Ghibli. Moi je dis souvent Ghibli. Arcunir, tu dis quoi toi? Moi je dis Ghibli. Ah voilà, on est team Ghibli. Écoute, moi j'ai envie de dire, on le dit comme on veut. Ouais, c'est vrai. Au Japon, en fait, ils disent Ghibli. Ghibli? Ouais, Ghibli. Okay. Le principal, c'est de les regarder. Ouais, exactement. Regardez les châteaux ambulants, c'est le meilleur. Le deuxième, c'est découvrir le Japon à travers les animés de Massimiliano De Giovanni. Je vous le montre juste là. On les voit, les créateurs de contenu qui vont au Japon et qui donnent envie d'aller dans des endroits où on a vu nos animés préférés. Oui. Il y a souvent des petites photos qui sont faites. Ah là, ça s'est passé là dans Slam Dunk, etc. On adore. Mais quand tu ne connais pas cette immense île qu'est le Japon et que tu veux en apprendre plus ou même y voyager... Même. Archipel, oui, totalement, merci monsieur. Et quand tu veux y voyager peut-être, ce livre peut être un bon plan pour te faire un itinéraire, mais je vous rassure, c'est pas juste un GPS, non, loin de là. On y découvre des traditions, des fêtes, des éléments de vie quotidiennes comme se loger, s'habiller ou encore se nourrir à la japonaise, et même les porte-bonheur et voilà, leur vie quotidienne. Et je trouve que si on s'intéresse un peu plus à la culture, parce que souvent c'est ce qui nous sépare de certaines compréhensions, que ce soit dans l'humour, que ce soit dans la façon de vivre, dans les mangas, c'est cet écart culturel qu'on a avec les Japonais, ça peut aider. Voilà. Dis-moi, quand on voit les lieux, mais on voit aussi les restos ou pas? C'est-à-dire oui. En fait, comme je t'ai dit, quand tu connais un animé et qu'il y a des lieux qui ont existé dans les animés qui existent en fait au Japon, qui sont inspirés, il y a un petit côté GPS. Ça c'est ok, mais ça c'est bien. Pas que. C'est trop bien. Moi j'adore ça. Quand j'ai su que le Jackson Bar dans Nana existait. Tu m'étonnes. T'as une photo de ça? De quoi, du Jackson Bar? Ouais. Je suis pas encore allée. Ah, mais... Parce que Tokyo, c'est grand. En plus, Nana, il y a moyen que ça reprenne. Bon, il y a une petite information qui est passée. Bon. Dans le hype ou pas la semaine prochaine, ça je serait veux rien savoir. Je le mets. Ah non, je suis pas la semaine prochaine. Non, c'est pas grave, je mets quand même. Vas-y. Je passerai à l'antenne, j'appelle Face. Vas-y. Allez, chiche. On passe aux animés. Oui. Let's go. Alors, Solo Leveling Re-Awakening au cinéma. Solo Leveling saison 2, ça débarque en janvier 2025, évidemment sur Crunchyroll. Donc ce sera un des animés de cet hiver, mais vous pouvez le découvrir en avant-première au cinéma les 7 et 8 décembre. Ce qu'on nous propose en fait là au cinéma, c'est un film qui va compiler toute la saison 1 et après les 2 premiers épisodes de la saison 2. Je te vois lever les yeux au ciel, Hubert. Je me suis tapé ça là pour le comment ça s'appelle, le Demon Slayer. Ouais. Je sais pas si tu étais, Arcunir, on était au ciné au UGC Normandie, où on s'est tapé les deux derniers épisodes de Demon Slayer saison 4. Non, saison 3. Saison 4, 3. Pour après se taper le premier épisode de la saison 4 qui est long. Donc vas-y, je t'en prie, mais je lève le sourcil. Je comprends, pour moi aussi Solo Leveling c'est encore trop récent dans ma tête pour que je me compile un film de 1 heure sur toute la saison 1. Donc j'entends quoi. Ouais, mais c'est trop récent. Enfin, c'est un peu récent.
On finit avec un autre animé. Je suis contente de cette annonce, c'est The Summer Hikaru Died, le manga de Mokumoku Ren, qui avait été annoncé, l'adaptation avait été annoncée officiellement. Et là, c'est sûr, ça passera sur Netflix. On nous propose l'animé pour l'été 2025. Il y a eu un visuel et il y a aussi eu un trailer qui a été partagé sur les plateformes aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent déjà l'œuvre, vous pourrez voir un aperçu. Et ceux qui ne connaissent pas encore le manga, ça risque de vous surprendre. Vraiment, The Summer Hikaru Died, c'est tu sais pas trop. On est au tome 3, mais tu comprends pas trop ce qui se passe. C'est dérangeant, mais en même temps, je trouve que c'est hypnotisant. Et si je dois choisir un terme, organique. Ouais. J'ai eu peur. J'ai eu très peur de la fin de ce mot. Je savais. Sinon, c'est impossible. Non, organique. Quoique. Elle commence à faire des petites mains. Ouais, pour le coup, il y a certains moments où il y a des mains qui rentrent dans des corps, tu sais pas trop ce qui se passe. Et on finira sur ça. Ok, très bien. J'ai même envie de terminer l'émission sur ça, tu vois. Merci beaucoup. J'étais dedans là. Ah bah tiens, très bien. Merci. Je me sentais à Nature et Découverte. Je te jure. Il a dit Nature et Découverte. Incroyable. T'es si innocent. Tu t'es bien imprégné de l'émission. J'étais dedans, je suis pas parfait. Ah oui. Conclu là-dessus. Évidemment, si t'as des vannes, n'hésite pas à revenir. Le manga est un prétexte dans notre émission, tu sais. Du coup, Arcunir, tu es une star de Twitter, enfin de X maintenant, hein, on n'est plus à te présenter. Et pas une star du X. Non, et pas une star du X, même si tu peux toujours te réorienter. Tu peux toujours te réorienter, c'est toi qui y vas. L'opération don du sang commence demain. Ouais. Ça se passera à l'hôtel de ville. Pour ceux qui ont loupé l'opération et avant qu'on en parle tous ensemble, pour les retardataires, c'est ça. Sûr, alors attends, non, je crois que non, c'est pas ça. Non, je crois que c'est pas le bon. Je t'ai peut-être pas mis le bon sur le don du sang. C'était juste une musique cool, mais c'est pas ah c'est bon là. Allez, vas-y, on le met. Chaque jour, ce sont des milliers de vies qui ne tiennent qu'à un fil. Des milliers de personnes qui ont besoin de nous, qui ont besoin d'humanité. Des situations que l'on n'ose pas imaginer. Malheureusement, en France, le don du sang est trop rare. Les stocks s'amenuisent, tandis que les demandes, elles, s'intensifient. Donner son sang, c'est donner une partie de soi. Faire un effort infime qui permet de réaliser la plus belle action possible. Sauver des vies. Alors imaginez si des centaines, non, des milliers de personnes se réunissaient dans un seul et même objectif. Sauver des vies. On va réaliser le record d'Europe de don du sang. 4000 donneurs, 12 000 vies, que l'on peut sauver tous ensemble. Pour participer à cette aventure, rendez-vous à l'Hôtel de Ville de Paris, du jeudi 28 novembre au dimanche 1er décembre. Cliquez sur le lien sous la vidéo. On a tous rêvé de devenir un super-héros, et cette fois, c'est ton tour. Déjà, première question, c'est Ronald Reignoux qui fait la voix. Il a une belle voix, ce mec. C'est Andrew Garfield. C'est Spider-Man. C'est Spider-Man, mec, arrête. C'est Spider-Man. Alors, attendez, on va pas avoir ce débat tout de suite. Parce que, Arcunir, toi tu sais pas, mais je pense que Andrew Garfield, c'est pour moi le pire Peter Parker qui existe. Mais c'est pas le débat. C'est pas le débat. On en parlera plus tard. On est là pour parler de choses plus importantes qu'un mec qui sait même pas se coiffer, qui joue au basket comme une quiche. Mais on en parlera une autre fois. T'énerve pas, Soso. Lui, il préfère aller à Berlin pour le 4000 donneurs kebab. Et voilà, on sait très bien son niveau. Du coup, on va revenir sur des opérations qui sont importantes. Je vous signale, le don du sang, c'est très important. Comment est née cette opération, Arcunir ? Cette opération, elle est née de... à la base, j'avais fait un tweet il y a très longtemps pour parler du don du sang. J'ai la petite musique de Naruto. Bah oui. Me perturbe un peu, mais... Du coup, on a parlé du don du sang. Parce que t'as envie de faire de courir comme Naruto ? Mon rêve. Ah, c'est ton rêve. Mais du coup, voilà, un truc que j'ai fait il y a longtemps avec le FS. Et du coup, on est rentré en contact et on s'est dit, tout simplement, pourquoi... En fait, il y avait ce truc-là qui était déjà prévu de base. Donc, ils l'auraient fait même sans moi, le marathon du don des 4000 à la fin. Ouais. Mais ils m'ont dit, peut-être qu'on va galérer à remplir et tout. Pourquoi pas te greffer au truc et que on fasse ça tous ensemble et qu'en plus, ça serve à sensibiliser des jeunes, etc. quoi. Ça, ce sont des actions qui te touchent particulièrement ? Parce que ça sort un petit peu de... On prend souvent pour Twitter pour un truc pour rigoler ou pour attaquer les gens. Là, c'est une chose très importante. Ça te tient à cœur ? Ça me tient à cœur de faire des choses autour du positif comme ça. Ça me tient à cœur, ouais. En fait, je voudrais utiliser mon influence pour que le jour où je l'ai plus, je me dis, là,
Au moins, j'ai fait des trucs bien. Je sais que là, je m'en suis bien servi. Moi, j'ai regardé, je sais pas si c'est complet maintenant, mais je regardais cet après-midi, il restait très très peu de place. Il y a 4000 places, c'est déjà énorme. C'est sur 2 jours. Tu sais, toi, si c'est complet, ça y est? Bah, en fait, il y a le samedi qui est complet. Mais il y a des jours, par exemple, je sais que le jeudi, j'ai regardé là, il y a 10 minutes, là, il restait 40 places. Et après, donc rien du tout, quoi. Il reste un peu plus de 100 dans 2 autres jours, dans le vendredi et dans le dimanche. Mais sinon, il reste plus beaucoup de place. Parce qu'en fait, là, vu qu'ils ont relancé ils ont envoyé des relances par SMS, il y a des gens qui disent ah bah finalement je suis pas là, du coup ils annulent. D'accord. Du coup, oui, on peut toujours s'inscrire. Il y a toujours des. Mais au cas où, tu sais, pour nos auditeurs ou même sur les gens sur Twitch, ils peuvent pas y aller par hasard demain et voir s'il reste une place. Faut que tu t'inscrives. Le lien, il est sur. Si on va sur mon compte Twitter, il y a mon tweet épinglé. On descend, il y a le lien, il y a un test d'éligibilité pour être sûr de savoir si on peut donner son sang. Alors en gros, c'est t'as plus de 18 ans, tu fais plus de 50 kilos, t'as pas fait de tatouage ou de piercing depuis moins de 4 mois et t'as pas de maladie auto-immune, maladie chronique, etc. Tu peux donner ton sang. J'ai trop le seum. Pourquoi j'ai fait un tatouage il y a moins de 4 mois. Itachi en plus, full head. Bah c'est con, il est mort avec le sang lui aussi. Voilà. C'est dommage. C'est pas grave. Je rappelle que d'ailleurs dans le chat, il y a Face a mis le lien. Pour ceux qui veulent voir s'il reste des places et s'ils veulent s'inscrire, bah oui, c'est le meilleur d'entre nous. D'ailleurs, sache qu'il jouera Kratos dans le live action de God of War. Merci de l'info. tu le sais en avant-première. Du coup, avant qu'on parle un petit peu manga, parce que je l'ai pas encore dit, mais ta photo de profil sur j'allais dire Twitch, sur X, c'est quand même Zeno. T'as le droit de dire Twitter encore ou je sais pas si on a le droit ou s'il faut. Mais c'est en vrai. Moi, je mène un combat pour continuer à dire Twitter. Mais je pense que toi, t'as le droit, puisque t'as quand même ratio Elon Musk. Donc, je fais un peu ce que je veux. Je pense que c'est même toi qui devrais reprendre Twitter. Let's go. Bah, volontiers. D'ailleurs, ça fait quoi d'avoir un ratio l'un des hommes les plus riches du monde? Qu'est-ce que ça fait? Ouais. Bah, je me lève toujours le matin à la même heure. Le matin, j'abuse un peu. Rien n'a changé, en vrai. C'est dommage. Est-ce qu'il t'a parlé en MP, du coup? Non. En privé? Non, jamais. Non, il a eu le seum, je pense. Moi, je pense vraiment que... Moi, je suis persuadé qu'il a conscience de mon existence et qu'il me déteste. Sûr. Je suis persuadé. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, en fait, c'est son némésis. Tu mets pas des bâtons dans les roues, genre il bloque des petits trucs sur Twitter. À un moment, je me suis dit ça. Je me suis dit, on sait jamais. Bah oui, c'est à lui, il fait ce qu'il veut. Il va shadowban. Surtout qu'il va être au gouvernement de prochain gouvernement des États-Unis, donc il peut faire vraiment ce qu'il veut. Dis-moi, sur Twitter, ça fait combien de temps que tu y es et comment on fait pour continuer aujourd'hui à exister et à être performant sur la plateforme? Alors Twitter, j'y suis officiellement depuis 2013. Okay. C'est-à-dire que j'avais 11 ans. Donc aujourd'hui, il n'y a plus le droit. Je crois qu'il faut avoir 16 ans pour s'inscrire et tout. Ok. Un peu hors la loi. Et après, sinon... C'est un gang. C'est bon, il y a plus de 10 ans, donc... Et après, sinon, j'ai commencé vraiment à faire des tweets en me disant, ouais, là, je fais des vannes à partir de 2019. Ouais. Quand j'en faisais en 2019, je faisais 10 likes. Mes potes, ils me disaient, arrête, t'es trop gênant. Arrête, c'est par pitié. Qui aurait cru? C'est comme ça que ça commence. J'ai continué. Écoutez jamais vos amis. Jamais. J'allais dire, croyez en vos rêves, mais on peut dire ça aussi. Jamais vos potes. Mais quand tu dis des vannes gênantes, c'était lesquelles? Non, mais en vrai, elles étaient marrantes, c'est juste c'était rageux. Ouais, tu crois vraiment en lui, c'est ça qui est fort. Mais c'est totalement shonen de croire en soi. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, justement, comment tu fais pour réussir à te renouveler? Alors, il y a ce genre d'opération pour le don du sang, mais comment on réussit à rester au top? Alors, attends, faut que je rassemble les éléments dans ma tête. Vas-y, rassemble les éléments. Moi, en fait, à la base, j'avais un truc. C'est que j'ai commencé en faisant des vannes sur, tu sais, genre quand j'étais au lycée, tu vois. Ouais. Du coup, des vannes sur les cours, des trucs comme ça. Et ça touche beaucoup de gens vu qu'on était beaucoup à être en cours. Sauf que quand tu grandis maintenant, c'est plus les mêmes sujets. Ouais. Et je me disais, je me suis déjà dit, ouais, peut-être que ça va être dur de continuer à... Voilà, j'ai 45 ans, je peux plus dire au lycée c'était... S'il te plaît, je suis les avec toi. Donc c'est calme. Donc, t'as vu, je me suis juste dit, je vais essayer de... parler de ma vie de manière générale et continuer à parler de ça. Ouais. Et du coup, c'est surtout continuer à parler de mon quotidien et essayer de faire des trucs autour, quoi. Le format vidéo te plaît ou te plaît pas? Le format vidéo, tu ne vois pas te lancer plus là-dedans? Si, c'est un truc auquel j'aspire en vrai. En 2025, on va espérer. Attention, parce que tu dis ça, c'est dans pas longtemps. Hein. Dans un mois et demi, on y est. Ouais, c'est vrai. Dans un mois, oui, on y est. Non, mais ouais, j'aimerais bien plus... qui va taper, là.
Avec son scooter. Alors, on embrasse Shahid. Il est en train de tweeter. En fait, toutes ces phrases, c'est des tweets. Non, mais sache que Shahid vient de prendre l'avion de Malaisie, il arrive. Pardon, Shahid, s'il te plaît. Quand Shahid arrive, je rigolais. Il est super beau ton scooter. Non, donc tu comptes faire ça, mais du coup, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as un format déjà que tu aimerais faire? Non, j'ai pas de format en particulier. Et même si j'en avais, je te le dirais pas. Ah, voilà. Ok, super. Donc t'en as peut-être un, mais on le saura en 2025. Nice. Moi, j'avais plutôt une question tournée sur ton projet Don du sang. Ouais. Je voulais savoir comment tu t'es entouré. Est-ce que t'as eu de la main-d'œuvre en vrai gratuite? Parce que c'est le principe, tu vois, quand tu fais quelque chose dans ce sens-là. La main-d'œuvre gratuite, ça dirait les gens qui vont venir? Non, qui ont travaillé pour la promotion de ce projet-là, plutôt. Ou il a fallu investir dedans personnellement Alors en fait, il n'y a pas vraiment d'investissement. Déjà, il y a Bichard qui m'aide, qui fait aussi ça. C'est un mec qui est un streamer qui a été infirmier. Ok. Et que l'EFS, si vous allez sur le compte, si vous allez sur le compte de l'EFS, il est sur la bannière. Ça n'a pas été un fermier, ça a été un fermier. Okay, c'est pour ça que je précise en un seul mot. J'avais pas compris. Regardé en mode, c'est quoi? En fait, j'ai cru que tu me demandais d'être rapide. Ah non. En mode en un seul mot, s'il te plaît. Heureusement que c'est pas moi qui fait. J'ai cru lui mettre de pression. On n'est pas sur Twitter. Mais n'aborde heureusement pas. que c'est pas moi qui fais les vannes sur ton Twitter. Mon Dieu. Du coup, bref, si vous allez sur le compte de l'EFS, il est sur la bannière. C'est l'arabe en haut à droite. Et après, sinon. J'ai mon manager qui m'aide au quotidien et il y a l'UFS, forcément c'est vraiment eux qui organisent tout parce que moi c'est facile, j'ai juste à sortir un trailer avec Donald Renew, à en parler et tout. Mais c'est eux après qui organisent tout sur place, l'hôtel de ville, toutes les personnes qui viennent pour faire les transfusions, etc. Ouais. Tout, c'est eux qui gèrent tout, tu vois. Mais dans la com, le trailer, tout ça, c'est vous avez pris un monteur, vous avez... Alors ça, c'est que j'ai pris mon pote Ecrisio, qui est trop fort. En fait, ce mec, je lui ai dit, là mon frère, t'as 48 heures, tu me ponds ça. Et je l'ai torturé. J'étais sur Discord avec lui. Je disais, c'est comme ça. C'était jusqu'à 8h du matin. Miskin. Ce montage, mon Dieu. Mais c'est vrai, ce mec, c'est mon meilleur ami. Lui, je suis sûr qu'en 2019, il m'aurait pas dit tes tweets. Il m'a encouragé. Il leur dit, continue, mon gars, tu vas voir, ça va être lourd. Il a cru en what. Et lui, vraiment, c'est le boss. Et après, la voix de Donald Renew. Donc voilà, ça, c'est des trucs qu'on fait en petit comité. C'est le boss aussi, peut-être plus qu'Ecrisio d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est quand même mon meilleur ami, Ecrisio. Il s'est pris une bonne bien entouré quand même. On l'a pas rencontré, mais il a fait un super montage en tout cas. C'est vraiment le chef. Dis-moi, on va peut-être, avant qu'on parle, je sais qu'on va parler des personnages bienveillants dans les mangas. Avant qu'on parle de ce sujet-là, je lui disais tout à l'heure, ta photo de profil, c'est Zeno. Ouais. Dans Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, c'est un manga ou un animé que t'aimes particulièrement? Dragon Ball Super, alors le tournoi du pouvoir, incroyable. Et après, Dragon Ball... T'as découvert avec le tournoi, du coup? Zeno, il est apparu là. Non, Dragon Ball Super. Dragon Ball Super? Non, j'ai commencé Dragon Ball Super quand ça sortait, tu sais, tous les dimanches. Non, mais Zeno, il est dans l'arc Black Goku. On le voit là. Ah ouais, c'est vrai. Excuse-moi, la pro. Il n'y a pas de problème. Attends, le tournoi du pouvoir, c'est après Black Goku? Ouais, c'est le dernier. C'est le dernier, ouais. Mais ouais, Dragon Ball... Et non. Dragon Ball, c'est mon daron qui m'a fait découvrir quand j'étais petit, je pense un peu comme les gens de mon âge. Mon daron regarde plus d'animés que moi. C'est génial, c'est trop bien. Allez, on va lui passer un coup de fil. Il t'a fait découvrir quoi? À peu près tout, parce que genre Naruto. En fait, ça m'a commencé avec Naruto, Dragon Ball, Olive et Tom, les trois qui m'a fait regarder au début. Et après, en fait, c'est lui qui me faisait vraiment tout regarder. Et aujourd'hui, en fait, l'attitude de mon daron, on n'est pas là pour parler de mon daron à la base, mais c'est juste, il lance Crunchyroll, il regarde tout. Ah oui, d'accord. Dans l'ordre. Mais waouh. Ah, dans l'ordre. Ouais. C'est sur la page d'accueil. Il prend l'ordre alphabétique et juste il se dit, là, je vais tout regarder. Ah, ok. C'est pas vrai. C'est fabuleux. Je te le jure. Dinguerie. Il va lancer une chaîne YouTube. Mais oui, mais il pourrait. Invitons-le. C'est-à-dire que si je veux regarder des animés un peu underground, pas trop connus, tu sais l'appelles. Plutôt que d'aller sur le TikTok de Soso, moi je vais voir mon daron. Je vais pas regarder. Oh, tu peux faire les deux. Soso, un truc à répondre? Non, avec ça, pas de problème. T'aimes particulièrement Zeno? Il y a un truc qui te plaît dans ce personnage-là? Non, en gros, quand j'ai choisi ma pépé, tu veux l'histoire? Ah bah oui, évidemment. Je me suis juste dit, en fait, il faut un truc un peu marrant, pas trop sérieux. Ah ouais. Parce que je me suis dit, si tu mets Kakashi en pépé et tout, frère, ça a du flow. Oui. Mais t'as eu, je trouve que ça colle pas. Et je me suis dit, Zeno c'est marrant, mais à la base je l'ai mis et je me suis dit, je suis pas trop sûr. Et au final, je l'ai gardé. On est quand même sur le personnage le plus puissant de l'univers. T'as un petit message de Bichard qui te dit, comment ça l'arabe en haut à droite? Je te définis pas ce que t'es, c'est pas une honte. Ça dépend, remettons la photo. Où est-ce que tu te situes? Là, je rigole, je parlais de Faisal là-bas en fait.
Il est là pour tuer des gens. Il est vraiment haut à droite en plus. En plus, Faisal est vraiment haut à droite. Oui. Attends, parce qu'il a un micro. Là, il va descendre. Hein, donc. Il est Du coup, vu que Dragon Ball Super, c'est un manga que tu apprécies, est-ce qu'il y a d'autres mangas actuels que t'aimes, un manga ou animé d'ailleurs, que tu aimes et que tu suis particulièrement? Alors, en ce moment-là, tout de suite, ce que je disais à Face en plus avant, c'est que je regarde Kuroko Basket en ce moment. Non, okay. Bien, je te check. J'adore Kuroko Basket. C'est formidable. Tu t'aimes le basket à la base ou c'est juste t'aimes cet animé? Depuis récemment, le basket, j'essaie de m'y intéresser plus. Mais à la base, non, j'étais pas trop. Tu sais ce qui m'a rendu ouf, moi, dans Kuroko Basket? T'as tout vu ou pas? Ouais, j'ai tout. Quand je regarde. Oui, c'est vrai. Oui, il a dit plein de fois le Ouais, ça t'en a plein de rôles. Tu vois, c'est. Putain, celui qui a les yeux de l'empereur, c'est Akashi. T'as mis 5 ans avant de commencer Kuroko Basket, c'est quelqu'un qui m'a dit. Ouais, j'ai mis longtemps. Fais ça, putain, t'es une balance, hein. Il me l'a déjà dit tout à l'heure en plus. Non, mais quand je vais dire au monde entier que Faisal fait des sandwichs à la mandarine, alors là, on va vraiment rigoler. On est témoins. Aïe. Il me semble que c'est Akashi qui a les yeux de l'empereur. Tu sais, quand il te regarde, voilà. À un moment donné, tu sais, il fait une passe dans le dos avec le coude. Ouais, et ça existe dans la vraie vie. Exactement. Et moi, je crois que je dois avoir l'âge de ton père, tu vois, parce que moi, j'ai 40 ans. Il a 49. Ouais, on est à peu près de la même génération, donc ça, c'est un vrai move, parce que moi, je l'ai vu pas en direct, mais je l'ai vu à l'époque où ça a été fait, tu vois, ce geste de Jason Williams. Et quand j'ai vu ça dans Kuroko Basket, j'ai déchiré mon t-shirt. C'est trop puissant. T'es dit wesh. Je me suis dit, ce mec-là, celui qui a fait Kuroko Basket, c'est un vrai fan de NBA. Ouais. Il sait de quoi il parle. J'adore. Nice. On a un message du patron. Hein. On a Rio. Oula, c'est Shahid. Saïba 94. Quelle bande de Sherlock qui n'ont pas de goût alors que Slam Dunk, ça existe. Alors, j'ai jamais regardé Slam Dunk. Enfin, jamais lu, jamais regardé. Ah, ok. Bon, donc, le film, par exemple. Donc, tu vas mal finir cette année. Oui. Finalement, le projet 2025 est annulé. Ça va être compliqué. Il a été annulé 2 fois depuis le début de l'émission déjà. Alors, on rappelle pour les auditeurs et pour les gens sur Twitch que Shahid, en plus de nous aider pour les émissions, c'est le grand pop de la pop culture en France, en Europe et peut-être même dans le monde. Et qu'il vaut mieux être gentil avec lui parce qu'il peut te tabasser en une seule fois. Il a un super scoop. C'est réel. Ouais, c'est le seul mec où quand je le vois, je lui fais un bisou sur la joue. Il me dit viens faire un bisou à tonton. Je dis oui tout de suite. Tu dis pas non. Et moi je l'appelle Papounet, il fait dégage, pas ton père. moi je lui fais un câlin. Parce que je veux la. T'as pas le choix parce que tu commences, il t'attrape et il t'aspire. Oui. Tu vois, il te fait une technique à la Sasuke là, fou. Oui. Et genre il te garde comme ça. Et Ça tu peux pas bouger. Moi, on me dit va te marier. On n'a pas tous les mêmes rapports. On n'a pas tous les mêmes rapports. Waouh, il est grave sympa avec vous. Tu sais que Shahid, il serait vraiment sur Twitter, il exterminerait mais tout le monde. Il aurait sauté au moins 15 fois. Oui, c'est sûr. Oui, littéralement. C'est sûr. Il aurait eu son 15e compte aujourd'hui là. On l'embrasse parce que, et je suis désolé Shahid, mais je suis obligé de le dire aux yeux du monde entier, parce que c'est peut-être l'homme qui a le plus grand cœur de l'histoire des hommes. Oui. Donc tu es démasqué Shahid, chasse-le, sache-le. Mais je t'invite à lire Kuroko Basket. Non, je t'invite à voir le film Slam Dunk. Ouais, tout le monde m'a dit de le regarder. C'est la fin quand même, c'est dommage. Lis d'abord peut-être et après tu regardes. Non, je te promets, lis pas d'abord. Regarde ça. Juste regarde le film. Parce que moi, on m'a passé les 3 premiers tomes, j'avais détesté. Ah ouais. J'ai vu le film. Écoute, j'ai eu envie de dire à tout le monde, désolé pour ce que j'ai dit. Je m'en veux, je me suis repenti. Et si, comme tu regardes le basket maintenant, ouais, tu vas sentir les moves du basket. Ouais. Tu vas sentir la transpiration. Tu vas sentir. Le film, il est c'est plus réaliste, genre que Kuroko Basket. Ouais, c'est ultra réaliste. Okay. Et tu vas kiffer de ouf. Et l'animation, elle est ouf. Tu vas beaucoup aimer. T'es en train de rire sur un truc, Nice? Non, c'est parce qu'on m'a dit, ouais, Nice, tacle derrière l'oreille, genre va te marier. C'est le chat est en train de me cramer en fait. D'accord. Laissez Nice tranquille. Merci. Je peux juste rebondir sur le début de Slam Dunk. Le début de Slam Dunk, c'est un manga qu'on lui a imposé de faire. À ce moment-là, son tanto disait la mode, c'est les mangas de Furio. Parce qu'on est sur un Furio. Faut faire du manga de Furio. Faut copier Rakai Blues. C'est le début, c'est ça. Le pitch qu'on lui a donné, c'est de faire ça. Et lui, il a rusé comme un sioux et il a fait une histoire de basket qui petit à petit prend de l'ampleur et je pense que tu as abandonné avant le moment où le basket devient prépondérant. Bah oui, je me suis fait 3 tomes quand même. Oui, mais parce qu'il faut un peu de temps pour être sûr que ta série ne soit pas annulée et que tu puisses feinter ton éditeur. Et donc vraiment, après, en termes de manga de basket, c'est pas pour rien que c'est le manga de sport le plus vendu au monde. Mais comme je vous ai dit, moi, après avoir vu le film, encore une fois, je te le conseille et je veux pas tout spoiler. Mais Slam Dunk, c'est le manga de sport le plus vendu au monde. C'est devant Hippo ?
C'est devant Hippo. Hippo est le troisième. Hein. Ah, ok. C'est qui le deuxième, ouais. Bah, c'est Touch. Ah oui, là, les gars, là, depuis le temps que j'en parle, c'est le premier à avoir passé les 100 millions en manga de sport. Ouais. Et troisième manga à avoir passé les 100 millions tout court, d'ailleurs, c'est Touch. Slam Dunk est arrivé après. Mais Captain Tsubasa, il est combien? Captain Tsubasa, même pas encore les 100 millions. Ah ouais. Et pourtant, il y a eu des suites. Oui, mais dans des magazines moins connus, et ce qui génère moins de trucs. Et puis, t'avais l'animé a eu une pause, a eu un engouement. Et Hippo a passé très récemment la barre des 100 millions. Pourtant, c'est là depuis les années 80. Hein. Oui, et c'est pareil. Après, si tu ramènes au tome, Hippo est plus bas dans le classement. Et du coup, Touch repasse devant. D'accord. Puis il y a plus de tomes d'Hippo que de Slam Dunk, donc en vrai. Est-ce que c'est important de dire à Arcunir que Touch est ton manga, ton manga préféré, le meilleur manga de l'histoire de en fait, à chaque émission, s'il peut défendre ce manga-là, il le fera. Est-ce que tu peux le faire le pitch rapidement de Touch? Ah bah carrément. Touch, c'est l'histoire de la vie. Voilà, la version simple, c'est ça, c'est l'histoire de la vie. Et sinon, c'est comment à partir d'un triangle amoureux où tu as deux frères jumeaux et leur voisine. Donc en français, c'était Théo et Kim Brendel et leur voisine Debbie qui ont le même âge. Bah ouais, c'est les prénoms français des années 80. C'est l'époque, bien sûr. En plus, je pense racheter de la traduction italienne, donc ça aide pas. Et comment ils vont grandir et se construire, eux, en tant qu'adolescents, comprendre qu'ils sont peut-être plus que des sentiments amicaux entre eux. Il y a Anguille sous roche. Il y a plus que ça encore. C'est vraiment la vraie vie, en fait. Mais c'est le meilleur manga de l'histoire du manga. C'est le manga qui a fait dire au gars du Shonen Jump, le Hiroki Goto, le rédacteur en chef à l'époque, waouh, on peut parler de romance aux garçons. Voilà, déjà, qui a remis tout un paradigme en question, quoi. Sinon, c'était que la castagne. Et il se passe plusieurs événements, le sport, le baseball autour de là. Et en fait, moi, je kiffe Ace of Diamond. Touch, c'est un truc de baseball. C'est un truc de baseball. C'est le premier, c'est le troisième manga de baseball à avoir explosé tout au Japon. Si tu veux, on peut en parler après. Là, j'ai plein de trucs à te raconter sur le baseball. Parce que là, on va t'en parler pendant 5 heures. Jamais sortir du bâtiment. Jamais. Comme c'est des frères jumeaux, Théo, donc Tachan, le frère aîné, se met toujours en retrait pour son petit frère. En fait, le frère aîné, c'est celui qui réussit tout du premier coup. Et à chaque fois, comme ça, son petit frère qui galère et qui dit moi aussi, je veux courir aussi vite, moi aussi, je veux faire ça. Ouais. Il se laisse en retrait et finit par passer pour un fainéant pour laisser la place à son frère. Et ça, c'est super beau, c'est incroyable. Sauf pour Minami Debbie, là, il va pas laisser la place, les gars. Et il le fait trop bien le speech en plus. Non, alors Valentin, en fait, ce qui est fort avec Valentin, c'est que il peut même te prendre un manga qui est nul, mais il va te le vendre, ça va être super bien, tu vas le lire et tu vas dire ah ouais, mais il abuse aussi. Avant qu'on continue, j'aimerais juste rappeler rapidement à nos auditeurs et aux gens sur Twitch qu'il reste encore des places pour s'inscrire pour demain et pour vendre. Demain c'est jeudi. Demain, vendredi et dimanche. Pour le don du sang, donc allez-y parce qu'il va pas en rester beaucoup, donc n'hésitez pas, les bonnes actions, le don du sang c'est très 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 important. Et ne vous dites pas tranquille, un autre il peut y aller. Ouais, voilà, c'est ça. Vous pouvez y aller, les gars. Et une personne peut sauver 3 vies en donnant son sang. Donc juste, tu donnes ton sang. En plus, à la fin, tu manges gratuit. En plus. Et voilà, t'as tout gagné dans l'histoire. Les rats qui vont s'inscrire pour le goûter. Le dimanche, petit brunch sur Paris, t'es bien. En plus, sur le parvis de la mairie de Paris. Bah oui, c'est joli. Ça vaut le coup. On reparlera de Touch un peu plus tard, mon cher Val, puisque la semaine dernière, on avait fait un sujet sur les scènes les plus sanglantes. Qui étaient les scènes. Parce que bon, je vais le dire à tout le monde, il ne faut pas que ce soit une private joke, jamais de private joke en radio. C'est-à-dire que je dis aux auditeurs, j'ai des fiches devant moi où je note certaines choses. Le conducteur de l'émission, exactement. Et en fait, au lieu de marquer scène, en fait, j'ai écrit ces scènes parce que j'ai fait une faute de frappe. Et ça a fait rire Soso. Ces scènes sanglantes, ça rendait le truc très mignon, je trouve. J'aime beaucoup. Mais la semaine dernière, il était fort. Ouais, c'est vrai. Très très fort. C'est vrai. Imitsu, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et du coup, on va pas le refaire cette semaine. On va plutôt parler, parce que c'est quand même un acte bienveillant d'aller donner son sang pour les personnes qui en ont besoin, pour sauver des vies. On va peut-être parler des personnes les plus bienveillantes ou des personnes vraiment sympatoches qu'on aime bien dans les mangas. Est-ce que tu as envie de commencer, Arcunir, avec une personne que tu trouves particulièrement bienveillante dans les mangas?
Tu peux dire Shahid pour te rattraper. En vrai, je sais pas s'il y a plus bienveillant que Shahid. Tu sais que je savais pas s'il me le disait juste à moi dans l'oreillette ou à tout le monde. Moi, j'ai pas entendu, c'est à toi qu'on... Shahid tous les jours. Tous les jours, Shahid. Et moi, si je commence, en fait, je sais pas si je pense que vous êtes d'accord, mais moi, Naruto. Oui. En fait, c'est genre mon modèle animé, tu vois, depuis que je suis petit. Alors, pourquoi Naruto? Pourquoi Naruto spécifiquement? Spécifiquement, ouais. En fait, c'est vraiment tout son tempérament, toute la personne, tout que je trouve incroyable, tu vois. Et j'ai vraiment grandi. En fait, en plus, il y avait un truc de... Comme j'ai commencé Naruto, je crois que j'avais genre 4 ans, tu vois, 4, 5, 6 ans, les âges par là. Ouais. Et c'était Naruto enfant. Oui. Moi, après, je devenais adolescent, en même temps que Naruto, tu vois. Donc, j'ai vraiment grandi avec lui. Ouais. Et il y a une action en particulier qui t'a marqué, où tu trouves que c'est vraiment... il est quand même super bienveillant ce gars-là. Il y en a beaucoup, mais... Oui, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que je me suis dit, il est en train de se grasser, je sais que c'est pas facile, parce qu'on est quelqu'un qui vit pas pour lui, mais qui vit pour les autres. Laissez-moi réfléchir. Écoute, je reviens vers toi. Je reviens vers toi après. Ma chère So. Oui. Comme So Def, le label de Jermaine Dupri. Très bien. J'avais envie de dire ça. C'est ok. Moi, je me suis dit que on allait souvent citer des personnages de shonen ou de seinen. Moi, dans la bienveillance, je me dis on va changer un petit peu de d'habitude. On va pas parler de personnages qui combattent, qui donnent la main, tu vois, pour relever les autres et tout machin. Juste de quelque chose un peu plus réaliste et de bienveillant. Et je pense qu'avec ce qui se passe en ce moment par rapport aux femmes et tout, je pense que parler des personnages green flag, des hommes green flag, c'est très important. C'est très important. Et je vais parler de Itsuomi dans A Sign of Affection. A Sign of Affection, c'est sorti chez Akata et c'est disponible aussi sur Crunchyroll. Et c'est un animé, donc c'est un shoujo romance. Et en gros, ça raconte l'histoire de Yuki qui est sourde de naissance, qui va un jour dans le train au Japon. Il y a un mec qui vient la voir et il parle pas japonais, il lui parle en anglais, elle est en panique. En mode les Japonais, déjà, quand tu leur parles en anglais, quand ils sont pas sourds, c'est compliqué. Je parle pas anglais, et là, elle est en mode Et t'as un mec qui va venir l'aider et qui parle très bien anglais. Et en fait, il est dans sa fac. Et il va finir par s'intéresser à elle. Alors, il faut savoir qu'Itsuomi, c'est un gars qui voyage dans le monde entier. Il a vécu en Allemagne, il y a des fois, il part en Malaisie, aux Philippines, n'importe où. C'est Shahid. Ça aurait pu. On en revient toujours à lui. C'est l'émission de Shahid. C'est ça. C'est Shahid. Et en fait, c'est un mec qui va... En fait, ce qui est beau, c'est qu'il connaît beaucoup de langues dans le monde. Il connaît plein de langues, il parle beaucoup de langues. Polyglotte. Il est polyglotte, tout à fait. Et ce qui va l'intéresser, c'est la langue des signes. Et c'est ça qui est beau, à travers d'une fille qui n'arrive pas à dialoguer à travers des mots. Il va s'intéresser à elle, et surtout qu'il a une approche par rapport à cette fille qui ne pensait pas intéresser quelqu'un, parce qu'elle se dit, elle a un handicap, c'est compliqué. Il y a énormément de scènes qui sont extrêmement réconfortantes. C'est un manga qui est good vibes. C'est un peu safe place, en mode... Il y a une scène, par exemple, où elle est chez lui, et il lui dit oui, mais t'es pas muette, donc tu peux parler, genre est-ce que des fois tu parles? Et elle lui explique en gros, déjà lui se met à apprendre la langue des signes direct. Il essaye de pouvoir dialoguer avec elle, donc vraiment il y a cette envie de dialoguer, mais elle continue des fois à écrire, il s'écrit par texto, et en gros elle lui explique qu'elle parle chez elle, elle arrive à dire des petites choses, mais que à ses parents. Sinon, elle a trop honte. Elle a complexé. Elle a trop honte parce qu'en fait, le problème, c'est que tu t'entends pas parler. Donc, t'as souvent, tu déformes un peu les mots et ça peut être gênant et ça peut être perçu on peut se moquer d'elle, quoi que ce soit, donc elle a un peu honte de ça. Et à un moment donné, un peu plus tard dans la soirée, en fait, elle va rigoler. Et même quand ils rigolent, ils ont un rire un peu spécial. Et en fait, elle se rend compte qu'elle a rigolé, et du coup, elle a trop honte, et lui, il la regarde, c'était vraiment très mignon. Et en fait, il la met vraiment dans une confiance. Et c'est très très beau leur relation, et tout ce qu'il fait, toute sa façon de faire, il est ultra bienveillant dans toutes ses actions, et on le voit pas forcément juste pour qu'il l'ait ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pas un charreau quoi que ce soit, c'est juste quelqu'un qui prend le temps et de la patience avec quelqu'un qui a un handicap mais qui trouve exceptionnel, tu vois. Il le voit comme une différence, mais une différence intéressante, tu vois. Et vraiment, c'est un personnage green flag et c'est super intéressant et important aujourd'hui parce que
Moi, j'adore Criminel Fiançailles, mais t'es sur un psychopathe de base. On est sur des red flags de fou. Des red flags, on en a eu beaucoup. On parle Anna Yoridango. Il y a plein des red flags. Je vois même Sasuke, c'est un red flag. Tu vois, il y a plein de personnages chez les red flags. Takumi. Oui, Takumi. Mais il y a que des red flags dans Nana. Même Nana, c'est un red flag. Il y a beaucoup de red flags et du coup, avoir des green flags. Alors forcément, on peut se dire ouais, mais du coup, il y aura pas de rebondissement. Bah si, parce que des fois, ça fait du bien d'avoir des gens qui se comportent bien. Ça donne l'exemple. On se rend pas compte, le positif, ça fait du bien. C'est pour ça que je parle vraiment de safe place et de good vibes. Ça fait du bien des fois de voir ça et en plus surtout que je trouve que ça ouvre un peu le chakra parce que c'est un sujet qui est très rarement amené. Le fait d'avoir un personnage principal qui est sourde, qui a un handicap. Et ouais, vraiment, je vous conseille. Les dessins sont très très beaux. C'est par Sumurishita. Je la follow sur Insta et tout. À chaque fois, elle met des images. Mais vas-y, le sors la suite, s'il te plaît. Donc c'est chez Akata. Tu lui dis comme ça Non. Ah d'accord. Parce que je lui parle pas tout court en fait. Oui, d'accord. Et l'animé est très beau, mais c'est vrai que le manga est magnifique. Et il est dispo sur quoi l'animé? Crunchyroll. Ouais. Donc elle a dit foncez. des vrais trucs et tout. Ça t'a donné envie? J'ai dit Naruto, il est trop gentil, moi. Ouais, mais je t'ai laissé le temps de réfléchir à une action. Moi, je pense avec Gaara, moi, je pense. Sache que le boss... Ouais. Alors, je me permets de vous couper. On me dit dans l'oreillette que le boss de Move aime énormément ton choix et est totalement d'accord avec toi. Ah bah, maintenant, il faut que tu sors l'exemple qui va lui plaire aussi. Ah bah, j'ai dit Gaara. Après, j'ai un autre exemple dans ma tête. C'est-à-dire son action avec Gaara pour quand il lui tend la main. Dans la forêt, là, quand il rentre par terre. Est-ce que tu peux nous refaire le moment, là, nous réexpliquer pour tous pas les par auditeurs? terre, bouffe pas le sol. Non. J'allais là, vraiment. Non, tu peux rester assis, c'est bon. Est-ce que tu peux resituer le moment pour les auditeurs? Je suis très nul pour ça. Donc, ça va être ton job. Est-ce que tu arrives? On arrive à la fin. Attends, mais en fait, je suis trop nul pour ça. Là, on arrive à la fin du combat. J'ai une mémoire horrible. C'est-à-dire que je vais t'aider. Je peux regarder 40 fois les animés parce que je me rappelle pas. On regarde beaucoup de choses. On regarde beaucoup de choses. En fait, tu me dis si je me trompe, mais c'est le moment où donc il y a ce combat Gaara-Naruto. C'est après l'examen Chunin. Enfin, ça a stoppé l'examen Chunin. Et que en fait, Naruto se rend compte que Gaara, lui aussi, il a un monstre en lui. Mais le monstre qui le dévore pour de vrai, tu vois. Et du coup, Naruto, au lieu de vouloir tabasser Gaara, lui, ce qui trouve la solution, d'ailleurs, il trouve avec Gamabunta, il me semble, la solution. La solution, en fait, c'est d'endormir Gaara pour que le monstre se rétracte. Et donc, il cherche à l'endormir et ou l'assommer pour, ne pas tuer Gaara, et surtout pour essayer de ramener Gaara dans le bon camp, parce que Gaara, c'était devenu quand même un assassin. Faut pas l'oublier, un assassin de sang-froid. Dès qu'il arrive, c'est compliqué. Dès qu'il arrive, c'est compliqué. Lui, ça arrête flag pour de vrai, lui. Lui, au début, t'es en mode, on est sur un problème à gérer. Parce que surtout, ce qu'on comprend aussi avec cette scène-là, c'est que Gaara, c'est Naruto qui a mal tourné. Totalement. Tu vois, parce que les deux étaient seuls, mais on se rend compte que Naruto, en étant seul, il était quand même bien entouré. Il y avait quand même deux voix. Imagine Naruto aurait été doublé dans les années 80, il serait appelé Gaara tes fesses. Je vais mourir là. Je vais mourir. On était sur une scène poignante. Tu vois, il y avait un truc important et puis voilà. T'es bien là. On était bien. C'est la scène préférée d'Arcunir et puis là. Gaara tes fesses. Dans Naruto Shippuden aussi, tu sais, quand il lui lève la main à Naruto avec le sable là. Ah oui. Exceptionnel. Mais même la poignée de main devant le village de Suna, tu vois. Elle est magnifique. En fait, à chaque fois, même à la toute fin, il le regarde, il lui fait encore une poignée de main, tu vois. Genre, c'est vraiment deux potes. Il y a un vrai respect entre eux. Gaara le voit comme son sauveur de ouf, tu vois. Et c'est trop beau leur relation. Ça fait vraiment genre t'es mon héros, tu vois. C'est trop beau. Et du coup, si on reste sur leur relation, quand Naruto apprend que Gaara est Kazekage, il est pas jaloux, il est super heureux pour lui. Et ça lui donne de la gouache pour y arriver. Ouais, je m'en rappelle. Exactement. Incroyable ça. En fait, ils s'élèvent tous les deux, c'est ça qui est synergie. Exactement. Et on en a besoin aujourd'hui. Naruto, c'est les autres, mon but c'est d'élever les autres et d'aller chercher. J'avais donné un aussi bon exemple, mais c'est incroyable, encore plus que moi. On est convaincus. Quand tu vas faire tes vidéos sur les meilleurs moments, les moments les plus inspirants, tu pourras dire c'est grâce à Yata. Tiens Valentin, on a le temps d'en faire un avec toi de personnages. Yes, et je vais parler de Tatsuya, donc du personnage principal de Touch. Pourquoi comme c'est étonnant. Comme Arcunir, j'ai rencontré ce personnage quand j'étais jeune, je sortais de l'école, je rentrais à la maison, je faisais mes devoirs pour avoir le droit de regarder la télé et je prenais mon rendez-vous avec ce héros et c'est le personnage qui m'a appris le concept d'altruisme. Vraiment s'effacer pour laisser la place aux autres, tout donner
Et c'est incroyable. Donc c'est le grand frère de ces deux jumeaux. Donc ça joue à quelques secondes au moment de la naissance. Et il réussit tout plus vite que l'autre. Mais il voit que c'est important pour l'autre d'être le premier, d'être le meilleur. Et il laisse toujours sa place à son petit frère. Et il fait ça en permanence. Sauf qu'au final, ça le fait passer pour un fainéant. Tout le monde se dit c'est le bon à rien. Il arrête même de se coiffer pour que son frère puisse être le beau gosse et lui il a les cheveux en bataille et tout. Et c'est hyper incroyable cet abordon pour que son frère se sente bien et trouve une meilleure place dans la société. Et en fait, dans tout ce manga, il le fait avec tout le monde. Tu parles de l'émulation entre Naruto et Gaara. Et ben, Tachan, il va faire une émulation auprès de tout le monde. Il va réparer tous les gens en leur montrant, mais regarde, il y a pire que toi, en se mettant toujours dans une position inférieure, alors que, encore une fois, c'est un mec hyper talentueux. Hein. Il peut tout tabasser. Et même des fois, sans s'en rendre compte, il va exceller. Il y a un moment où il y a son frère est donc la star, c'est le lanceur de l'équipe principale, c'est la star du bahut, toutes les filles lui courent après et à un moment il va se déguiser en son frère pour aller faire le petit footing matinal avec une nana qui court après son frère et qui est très mignonne, pour là encore essayer de s'éloigner de Minami / Debbie et laisser un peu la place à son frère et sans s'en rendre compte, alors qu'il fait semblant, il se tape un 10 km. Ah oui. À la même vitesse que son frère, alors qu'il s'entraînait jamais. Et c'est à la fin où l'autre lui dit ah, t'es comme ton frère, t'as fait exactement le même temps sur ce 10 km. Et là, lui, il pète un câble. Il fait ah quoi, on a couru 10 km et en plus, j'ai fait le même temps. Donc c'est génial. Et vraiment, j'adore ce personnage, quoi. Ça me fait penser à dans IQ, tu vois, celui qui a l'équipe des chats là, qui affronte dans les guerres des poubelles, là. Celui qui a les cheveux noirs. Et avec l'autre qui a les cheveux comme ça, jaunes là. Complètement. Ça me fait penser à leur relation à eux deux. Mais t'as vraiment de ça. Et si tu regardes, moi, encore une fois, hein, c'est ma passion. Donc à chaque fois que j'interviewe des mangaka, je leur demande. Je leur parle de touch. Non, mais je te jure, à chaque fois je glisse en passant par la fenêtre une référence. Et les 3/4 me disent que c'est un manga aspirant qui continue de relire encore, qui est dans leur bibliothèque, quoi. D'ailleurs, tu peux te la péter, hein, puisque tu as rencontré Adachi, du coup, l'auteur. Ah ouais, j'ai rencontré mon dieu absolu. J'ai dîné avec lui lors de mon dernier séjour au Japon. C'est bon, là, je fais partie de la famille. Là, t'as fini le jeu, là. Ouais, j'ai plié le game. Ouais. Incroyable. Ma chère Nice, je pense pas qu'on ait le temps pour toi. Ah, juste, je le dis alors. Alors dis-le rapidement et après on passe à Soso. Alors pour moi, c'est Einar. Parce que le gars a vu toute sa famille se faire décimer. Il a voulu quand même se battre en tant qu'esclave et pour sortir de l'esclavage. Il a sorti Thorfinn de la merde. Après, il a appris que Thorfinn, en fait, était peut-être responsable de la mort. Dans Vinland Saga. Thorfinn était peut-être l'un des responsables de la mort de sa famille. En plus de ça, il est tombé amoureux d'une meuf qui s'appelle Arneid, qui au final était une esclave, qui ont profité d'elle. Et c'est voilà. Bon, je vais pas vous spoiler ce qui lui est arrivé, mais au bout de tout ça, le mec est quand même pote avec le mec qui a potentiellement tué toute sa famille et son kokoro est brisé et il reste quand même résilient et fort et bienveillant. Surtout. Et il le suit bien sûr dans tout ce qui va suivre et vous allez voir, ça va être incroyable la saison 3. Ou lisez, parce que Makoto Yukimura va nous faire l'honneur d'être là cette année. Donc c'est important de lire Vinland Saga. Beau. Et on lui parlera que Ridley Scott finalement ne veut pas adapter Vinland Saga en film. Ma chère Soso, est-ce que tu peux nous rappeler ta chronique Le Himitsu et après on y va, parce que je sais pas si tu connais sa chronique Harkuni ou pas. Et bah voilà, pas mentir, je la connais pas. Et bah c'est le moment de découvrir. J'aime bien comment il a dit, je vais pas mentir. Moi je fais des vannes sur Twitter, je suis au-dessus de tout ça. C'est pas ce que j'ai dit. Non mais... On peut passer pour le méchant. Ouais, alors qu'il est super cool, tu sais. Vraiment, tout à l'heure il est chill. Il est super cool. Comme tu viens de X Twitter. Il est un personnage bienveillant. Alors qu'il est sur Twitter. Et c'est pas facile. Vas-y Soso. Non, en gros, le Himitsu, c'est une chronique où j'essaie de vous montrer tout ce qu'il y a de caché à travers un personnage, une œuvre, ce que veut dire un auteur. Donc un petit peu les faits, des légendes ou même des faits de société. J'aime bien. Il a parlé comme la meuf qui dit je vais aller à Quick. Je vais manger un burger. Pardon, excusez-moi. Vas-y. On reste bienveillant. Du coup, si je vous parle de personnages bienveillants, vous l'avez pas cité aujourd'hui, mais bien évidemment, on peut penser aux meilleures preuves de tous les temps. Onizuka, comme Yakuza, comme GTO. Ouais, non, plutôt celui-là. Vous êtes qui exactement? Je suis Onizuka Ikichi, 22 ans célibataire, libre comme l'air et grand master flash des professeurs. C'est le meilleur. Je vous jure, quand je me suis tapé toutes ces répliques, j'étais morte de rire tout seul sur le canapé.
Le prof qu'on a toujours rêvé d'avoir, mon crush du collège, sur Canal+. Évidemment. Ce pervers au grand cœur qui ne finira même pas avec sa collègue Fuyutsuki. Bah ouais, parce que les problèmes de ses élèves sont bien trop importants. Ouais. Casser des murs, c'est important. Oui. Et GTO, quelle œuvre! Il y a des sujets super sombres et de gros faits de société bien glauques, comme des tâches dans le dossier pourtant bien scellé du système japonais. On le voit très rapidement, le monde des profs au Japon, c'est un univers compliqué et je vais au travers de 2 anecdotes aujourd'hui vous montrer à quel point c'est compliqué. Et oui, première anecdote. Le mix. J'adore. Vraiment. Début 2024, le principal d'un collège a été renvoyé, licencié, et on pourrait même dire que sa carrière elle est mise en pause à cause d'un agissement extrêmement malhonnête. J'espère que vous êtes prêts. Il a été attrapé en flagrant délit à une supérette, car il utilisait un gobelet de café à 120 yens et appuyait sur le bouton pour un café à 180 yens. Oh, le vilain. Oh là là. Et vous allez me dire, comment il fait? Le café va sûrement dépasser. Non, bah, c'est les gobelets, ou quand tu remplis un peu plus, ça passe quand même dans le gobelet à 120 yens. Voilà, il a juste trouvé le petit switch. Et donc, il va avouer... en vrai, je vous fais la conversion, 120 yens, c'est à peu près 80 centimes. 180, c'est 1,20 €. Voilà. C'est quand même il a abusé, hein. Il a volé ce combini. Il a volé la société japonaise. Attention. Ouais. Je dis pas que c'est pas bien de voler, ok? Mais quand même. Le système carcéral au Japon. Et après avoir été pris en flagrant délit, il va avouer que la première fois il a fait ça, il n'avait pas fait exprès, mais il a continué à le faire pendant plusieurs mois. Et après avoir avoué la supercherie, c'est la honte nationale. Et pour apparemment la plupart des Japonais, c'est normal. Un enseignant ne doit pas être malhonnête. Il faut quand même avouer que mettre la carrière en pause de quelqu'un pour un délit aussi minime, c'est chaud. C'est quand même un peu abusé. Quand même. Le bouchon. Déjà, Maurice, déjà que le Japon arrive en tête des pays avec le plus grand nombre d'heures travaillées pour un prof, entre 54 à 56 heures semaine. Oui. Par mois, ils font jusqu'à 123 heures sup. Combien? Être prof au Japon, c'est non. Les heures sup, c'est non. Les heures, c'est non. On doit vivre pour son travail, même si vous êtes au bord de la mort, comme dirait Onizuka. Allez, on se sort le doigt du cul et au boulot. C'est le meilleur. Et voici la deuxième anecdote. Une femme du nom de Meiko Sano, ancienne étudiante à l'université d'art de Tokyo, Sophia University. Ah bah voilà. University qui porte mon nom, en plus avec PH comme mon prénom, j'adore. Elle a porté plainte contre un de ses professeurs du nom de Michio Hayashi. Alors si vous tapez son nom, vous allez avoir son visage carrément sur Google. Il est connu dans l'université. Il a été connu aussi grâce à cette histoire pour abus de pouvoir et abus sexuels. En effet, c'est lorsqu'elle avait 23 ans qu'elle a entretenu une relation avec ce professeur pendant presque 10 ans. Waouh. Sauf qu'il est beaucoup plus vieux qu'elle. À ce point ? Oui, bah oui. Ça existe. Je pense qu'il doit y avoir au moins 20 ans d'écart minimum. Et malgré le fait qu'elle ait tenu 10 ans, elle finit par porter plainte. Je cite selon un article sur Marie-Claire, Meiko Sano estime que son enseignant l'a groomé. Donc groomé, c'est le fait de se faire passer pour un enfant adolescent pour abuser d'eux. Bon, elle a utilisé ce terme-là. Ouais. Elle parle de groomer, alors je pense que c'est plus en mode, voilà, je me mets de ton côté. Je sais, ça doit être un terme qu'elle a utilisé en mode, voilà, version psychologique. Il a fait ce qu'il a dit dans mode je vais vous goumer. Alors qu'elle n'avait que 23 ans, pour obtenir ses faveurs sexuelles et la tenir sous son emprise pendant toutes ces années. Faut pas oublier que c'est son prof, qu'elle est dans une université, que voilà, il doit y avoir peut-être un échange de bons procédés, il a dû lui proposer ça. Ouais. On entend bien. Elle donc elle se rendra compte à l'âge de 33 ans qu'elle a été abusée par cet homme et qu'il a abusé de son pouvoir au travers du fait d'être un professeur d'université et profitant de sa jeunesse pour entretenir une relation extra-conjugale avec elle. Bah oui, parce qu'il est marié. Vous attendez bien quoi? Forcément. Non, et la fin de cette histoire, elle est assez folle. Car au final, c'est la femme de cet enseignant qui va être de l'enseignant qui va être renvoyé pour relation interdite, va quand même être renvoyé, heureusement, parce que ça fait tâche sur le dossier de l'université. J'ai eu peur. Qui va porter plainte, la femme donc de l'enseignant va porter plainte contre la jeune femme. Vraiment? Ben bien sûr. On ne sait pas si elle a quitté son mari
dans cette histoire, mais en tout cas, elle l'accuse d'avoir entretenu une relation avec son mari alors qu'il était marié et demande dédommagement pour le préjudice moral. Et c'est plus de $20 000. Mais la sororité dans tout ça, c'est $20 000 que l'épouse va toucher en compensation. En restant avec son mari. Mais c'est lui le connard. Je sais pas si elle l'a quitté après le divorce, tu sais, au Japon c'est compliqué. Ah oui, c'est vrai. Et alors c'est peut-être pas mal que la femme de ce mari infidèle soit dédommagée, mais la jeune femme qui a été abusée par un homme qui pourrait être son père, elle n'aura aucun dédommagement et juste passera pour une traînée, une fille dont on n'a pas entendu le problème d'asservissement psychologique. Et pour vous, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi le Japon, les abus sexuels, les attouchements, les relations extra-conjugales et les relations avec des mineurs ne sont pas tant punis que ça, voire pas du tout, ils ne sont pas mis au jour. Alors je vais vous citer quelques chiffres. Selon le Japan Times, en juin 2022, un sondage mené par le gouvernement japonais a rapporté sur ce magazine et dévoilé que 47,3% des victimes de violences sexuelles au Japon préféraient garder le silence. Ça fait beaucoup. 36% des victimes avaient trop honte de ce qu'elles avaient vécu pour le dire à qui que ce soit. 32% pensaient que ce n'était pas assez grave pour en parler. Et 28,5% pensaient qu'il était inutile d'en parler à qui que ce soit en fait. Il est important de dire, et je me permets juste, il est important de dire que tout est grave. Tout est grave, voilà. Mais bien sûr. Il faut dénoncer, vous êtes des victimes. Grave, voilà. Vous êtes des victimes. Il faut que les agresseurs soient punis. Ce n'est Quand pas, on te dit tu l'as payé, tu peux comprendre aussi que... C'est important. C'est ça le problème aussi au Japon. Cette notion de silence et de manque de punition fait partie du quotidien, malheureusement, dans nombreux pays, mais fortement au Japon. On ne parle pas de ses problèmes, on ne parle pas de ce qui s'est passé, on avance et on ferme sa bouche. C'est beaucoup de tabous au Japon. Et c'est pour ça que le personnage d'Onizuka est super important. Ses actions et le fait de rentrer au plus profond de la vie privée de ses élèves pour comprendre d'où viennent leurs agissements sont juste parfaits. C'est un homme qui a ses travers, mais qui les assume et surtout qui fait passer les problèmes des autres avant les siens. C'est pour ça qu'on parle de bienveillance. Qui a les yeux bien ouverts sur le monde et sur sa société japonaise et ses problèmes. Et sa méthode brute mais efficace est peut-être au final une solution. Et comme dirait Onizuka, et vive Benoît Dupac. Pas la peine de paniquer. Tout ça c'est du provisoire. Putain, le ciel il est d'un bleu. Voilà. Merci beaucoup Soso. Avec plaisir, j'adore cette réplique. Ouais, je le dis souvent le Onizuka aussi dit quand tu fais des conneries, c'est normal de les payer, non? Exactement. Mais c'est un moralisateur, mais il est incroyable. Mais parce que lui, c'est un ancien bad boy, donc il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il sait très bien de quoi il parle. D'ailleurs, Benoît Dupac revient quand il veut dans cette émission. C'est ma safe place aussi. Mon cher Arcunir, on a parlé tout à l'heure que tu allais peut-être te lancer dans un format vidéo. Rapidement, avant qu'on termine l'émission, est-ce qu'il y a déjà des projets qui arrivent pour début 2025 ou mi-2025 que tu pourrais nous parler? Il va faire le don d'organes après. Pareil qu'avant, s'il y en avait, je te les dirais pas. D'accord. Je les annoncerai juste comme ça. D'accord. Mais oui, il y a des trucs de prévus. Après, est-ce que ça se fera vraiment janvier, février 2025? Je sais pas. Okay. Mais oui, il y a des trucs. Mais tu bosses sur quelque chose. Ouais. C'est ça l'important. Ouais. C'est surtout ça que je voulais savoir. Restez connectés, quoi. Exactement. Restez connectés. Alors, je me permets de rappeler pour l'opération Don du Sang, pour nos auditeurs et pour les gens sur Twitch, c'est toujours épinglé sur le Twitch. Je ne sais pas encore si c'est rempli pour l'instant ou pas. Il n'y a pas de titre à faire, ma chère Soso. Non, mais allez-y parce que c'est très très important. On parlait de faire du bien dans cette émission. Et ce qui est important, parce que tout à l'heure tu disais il y a des trucs à manger. N'oubliez pas un truc, c'est faire du bien. Ce n'est pas forcément attendre quelque chose en retour. Oui. Donc faites-le, c'est pour les gens. Exactement. Ça m'arrive d'avoir des phrases un peu intelligentes. Mon cher Arcunir, merci beaucoup. Bah, merci à vous. C'était un vrai plaisir. J'aurais pu rester 3 heures de plus. Tu sais quoi T'as le temps de regarder tout un autre manga animé et puis tu reviens dans la saison et on en parle. Ou tu restes, on parle de Touch. Je regarde Touch et j'en parle avec lui. Voilà. Tu reviens pour un Naruto. On vous laissera tous les deux. Je suis vraiment chaud. Très bien, on en parle juste après. Merci beaucoup ma chère Nice, merci à toi Soso, merci à toi Val, merci à vous qui nous regardez et qui nous écoutez toutes les semaines. Évidemment, merci à Félix, à Manu, à Juliette, à Face, à Shahid. Restez bien connectés, restez bien calés aussi sur Move puisqu'il y a Son Guide, l'émission de Bilal Hassani juste derrière. Ce sera avec Chéri, c'est lui son invité aujourd'hui. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 19h, pour un autre Yata. Ciao. Bye bye.